Nous sommes le 16 octobre 2025, ici Delingue Julien et voici cette édition spéciale Info CJSR en cette période des élections municipales. Ciment Québec fêtera ses 75 ans et en profite pour annoncer la fin de travaux pour son nouvel atelier de broyage. Arthur était à Cap Santé cette fin de semaine pour assister au vernissage de l'exposition de photos du club Point de Vue. Il a réalisé un reportage. Pour ma part, j'étais au Parc des Berges de Donnacona. J'ai discuté avec l'organisatrice d'une fête d'automne. Et évidemment, nous réservons la majorité du bulletin pour les débats entre candidats aux mairies à compter de 19h15. Bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ici Delingue Julien. Avant de passer au débat des candidats, voici les nouvelles de la semaine. Dirigeons-nous à Saint-Basile pour souligner les 75 ans du plus grand employeur de la municipalité, l'usine Ciment Québec. Mardi 14 octobre avait lieu une conférence de presse en compagnie des collaborateurs et partenaires de l'entreprise pour mettre en valeur les 75 ans d'histoire de cette entreprise québécoise performante. Monsieur Luc Papillon, le président directeur général de la compagnie et fils du fondateur Gustave Papillon, en a profité pour annoncer la fin des travaux d'un nouvel atelier de broyage 3 ans après le début des travaux. Alors, l'atelier comprend 2 lignes de broyage et améliorera l'efficacité de l'usine de Saint-Basile tout en réduisant son empreinte carbone. Voici M. Papillon. Ce projet d'envergure, je l'ai pensé il y a une douzaine d'années. Depuis, de nombreux éléments administratifs, financiers et techniques ont dû être réfléchis, clarifiés et modifiés afin d'en faire un projet qui rencontrerait nos besoins pour de nombreuses années à venir, tout en étant techniquement et financièrement réalisable. Une des étapes les plus longues et complexes fut le choix de la technologie, parmi les 3 principales pour le broyage du ciment. Notre choix s'est arrêté sur la technologie Oromil de l'équipementier à l'actionnariat franco-québécois Fives FCB. Le broyeur Oromil a été développé par FCB au début des années 90 en partenariat avec le cimentier italien Gucci. Cette relation s'est avérée essentielle pour adapter les premiers prototypes afin d'en corriger les lacunes. Aujourd'hui, plus de 75 broyeurs Oromil sont en production sur différents continents, soit pour le broyage des matières avant leur cuisson en clinker ou pour le broyage de finition en ciment. Concernant l'aspect environnemental du nouvel atelier de broyage de Ciment Québec, on écoute pour une deuxième fois le PDG Luc Papillon. Très technique, mais pour les moins versés en données de ce style, sachez que ces composantes principales ont toutes une particularité commune, soit celle d'être les équipements consommant la plus faible quantité d'énergie pour une telle application. En fait, FCB annonce que notre consommation électrique par tonne de ciment diminuera de l'ordre de 20% par rapport à notre situation actuelle. À cela, nous avons aussi opté pour l'ajout d'un circuit de récupération de chaleur excédentaire de notre circuit de cuisson du clinker, ce qui réduira de manière très significative le recours à un combustible fossile comme le gaz naturel pour produire la chaleur nécessaire au nouvel atelier de broyage du ciment.
Jean-François Simard, le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale au Québec, également ministre des Ressources naturelles et des Forêts, depuis le remaniement que nous avons eu il y a quelques semaines au niveau du gouvernement, était sur place pour assister à l'annonce. Lui et le député de Portneuf, Vincent Caron, ont commenté l'investissement du gouvernement du Québec envers Ciment Québec. J'arrive, vous avez un très bon député qui va parler de tous les projets auxquels vous faisiez référence dans votre mot tantôt. On sera là pour continuer à vous appuyer. Parce qu'en développant Ciment, votre entreprise Ciment Québec, on développe la grande région de Québec. Vous êtes un partenaire incontournable. Mais j'ai bien aimé sa petite parenthèse qui disait que parfois ça vaut la peine d'accompagner des entreprises dans leur mutation. C'est vrai que vous avez toutes et tous à l'idée des projets qui ne fonctionnent pas, mais il y a tant de projets qui fonctionnent aussi et qui passent sous silence. Et celui-ci, aujourd'hui, est mis en lumière grâce à cette belle activité que vous organisez, mais aussi pour démontrer que ça vaut la peine que le gouvernement du Québec et les gouvernements accompagnent des projets aussi structurels, mais aussi bénéfiques. Et finalement, Alexandre Dofty, nouveau maire de Saint-Basile, était sur place, s'est présenté et a félicité Luc Papillon et son équipe. Je suis content de me présenter devant vous aujourd'hui en tant que maire nouvellement élu de Saint-Basile de Portneuf et d'avoir la chance de rencontrer plusieurs d'entre vous pour une première fois. J'espère avoir la chance de développer un beau partenariat avec chacun d'entre vous pour les prochaines années. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour célébrer les 75 ans d'histoire de Ciment Québec, qui a su être un partenaire majeur dans le développement de notre ville et de notre région. Pour Saint-Basile, il est important de mentionner que Ciment Québec et leur équipe ont toujours été un fier collaborateur pour notre ville. Cette coopération est d'ailleurs appelée à perdurer dans le temps face aux importants investissements qui ont été accomplis par cette entreprise. C'est aussi un signe pour nous à Saint-Basile que nous pourrons avoir confiance en l'avenir pour notre communauté. Le club de photo Point de Vue, qui a son siège social basé à Portneuf, a organisé à Cap-Santé une exposition de photos regroupant le travail d'une dizaine de photographes dans la salle Albert Fortier de Cap-Santé. L'événement a attiré beaucoup de spectateurs. Arthur Bordelot nous a réalisé un reportage. Les amateurs de photographie étaient invités durant la fin de semaine à venir voir une exposition à la salle Albert Fortier. C'est une dizaine de membres du club Point de Vue qui ont dévoilé des photos de leur choix. L'événement était ouvert à tout type de photos. Cependant, l'accent a été mis sur les séries photographiques. Dans une série, les photos se parlent les unes les autres, les gens font des comparaisons. C'est quelque chose de très particulier, c'est vraiment la toute première fois qu'on fait ça. Alors, il y a une bonne partie des photos qui sont de cet ordre-là, des séries, puis il y a une autre partie où ce sont des photos que les photographes, les membres du club ont voulu présenter parce qu'ils les trouvent intéressantes. La photo animalière, t'attends, il faut être patient. Puis à un moment donné, t'as la bonne pose, mais il faut que tu sois prêt. Ça, c'est deux grands hérons, mais avec leur plumage nuptial, qu'on dit. Ça, c'est au printemps, donc il y a des belles plumes. Faut qu'il impressionne la femelle, tout ça. Fait qu'il y a toutes ces belles plumes, le bel attirail. Fait que ça a été photographié en Floride. Un matin brumeux, ce que vous voyez en arrière, c'est de la brume. Puis il y a un rayon de soleil qui est apparu pour éclairer les deux hérons. Quand on commence à maîtriser les macros, c'est vraiment, vraiment agréable là, d'avoir toutes ces belles petites bébites-là en gros plan. Il y a un avantage, j'avais affaire à travailler dans la course ou des travaux sur le terrain, fait que j'avais juste à me prendre une pause puis me promener sur le terrain, puis c'était bien agréable de pouvoir photographier quand même. Fait qu'on peut le voir, le détail ici, là, comme c'est ici les criquets, là, avec le flash puis le diffuseur, on voit vraiment qu'on voit tous les détails. Si on regarde les abeilles, on voit le détail des petits poils, là. Le club Point de Vue, en plus de permettre à ses membres d'exposer dans des événements comme celui-ci, offre aussi diverses activités. Une des dernières a été d'aller au Musée des Beaux-Arts. En termes d'architecture, puis même d'éléments exposés. Alors, dans la même journée, on a fait ça. Puis ensuite ça, on a été à la bibliothèque Gabriel Roy, encore là. Au plan architectural, c'est un petit peu particulier.
En plus d'avoir le plaisir de présenter nos réalisations, les expositions sont vraiment une façon de faire connaître le club, d'attirer des nouveaux participants. Pour ceux qui sont intéressés à rejoindre le Club Point de Vue, il suffit d'aller sur la page Facebook du club et d'envoyer un message. Le coût annuel est de 60 $. Samedi dernier, 11 octobre, avait lieu à Donnacona la fête d'automne au Parc des Berges pour une deuxième année consécutive. J'étais sur place et j'ai eu la chance de parler avec Marie-Josée Laliberté, agente de développement du parc. Elle m'a présenté en premier lieu la programmation de l'événement. Marie-Josée Laliberté, agente de développement à la ville de Donnacona. Donc, un de mes mandats, c'est de développer justement une programmation pour le parc familial des Berges où nous sommes présentement. Donc, un joyau de la nature qui est en revitalisation présentement. On veut inaugurer tout le nouveau visuel. On a des nouvelles affiches, nouvelles maps, nouveaux sentiers. Puis, pourquoi pas faire une fête puisqu'on est en octobre, donc une belle programmation. Il y a les parcours grâce à la nature, qui est un événement régional. Aussi, on a la Fosse, une belle collaboration. Ils font 2 ateliers, dont une qui est dégustation bière et saucisses. Et le deuxième atelier, c'est l'information sur le brassage de bière. Par la suite, nous avons un chansonnier, Dominique, qui va venir nous faire bouger un peu, question de faire descendre tout le beau souper. On a la cantine Le Casse-Croûte des Écureuils qui vient avec son bar à poutine. Donc 15 $, puis on peut faire nous-mêmes notre poutine avec les différentes sauces. C'est un vrai délice. On a les pirates du Sans-Quartier qui sont sur le bord des rives, là, sont vraiment toujours appréciés. Ils viennent avec leur campement. On a aussi un Maxime, un lanceur de feu qui vient clore la soirée. Donc, ça va vraiment être c'est une belle programmation. Le site est déjà très bien achalandé, puis la température est parmi nous. Donc, venez faire un tour. La fête d'automne du Parc des Berges de Donnacona pourrait revenir en 2026. Voici pour une dernière fois Marie-Josée Laliberté. Tout à fait. En 2026, ça va être notre 3e édition. Donc, on va voir, la première édition, c'était plus dans le jour, c'était de 10h à 16h. Là, aujourd'hui, c'est de 15h jusqu'à 21h. On va voir sur quelle mouture que la 3e édition sera, mais je suis persuadée qu'il y en aura une 3e, effectivement. Et maintenant, une courte mise à jour concernant le dossier de l'église de Saint-Léonard de Portneuf. Alors, petit récapitulatif. On se rappelle que la fabrique Saint-Raymond-du-Nord souhaite toujours se départir du bâtiment, et ce, très bientôt, pour ne pas avoir à payer des frais de chauffage, entre autres. À Saint-Léonard, le comité de requalification de l'église, le CRESELP, souhaite que la municipalité achète l'église au coût d'1 $, tandis que des citoyens, eux, souhaitent plutôt l'avoir vendue au privé, comme ça a été le cas pour Sainte-Christine d'Auvergne. La vente de l'église à un privé pourrait vouloir dire la fin des activités du CRESELP qui tente de multiplier les usages au bâtiment. La garderie qui se trouve déjà dans l'église est d'ailleurs en danger, comme advenant la mise en vente sur le marché libre. La fabrique ne chauffera plus le bâtiment, ce qui est donc impensable pour l'opération d'une garderie en plein mois de novembre. Dernièrement, la fabrique a indiqué vouloir vendre l'église d'ici le 1er novembre, ce qui a émis de la pression pour les parties impliquées. Il faut comprendre qu'en contexte d'élection municipale, l'enjeu de l'avenir de l'église devient encore plus important. J'ai discuté de ce dossier ce mercredi avec Richard Thiboutot, le président de la fabrique. Il indique donc que son équipe comprend le contexte électoral en cours pour la vente de l'église et celle-ci sera réévaluée au moment des élections. Bien que la fabrique ne souhaite pas chauffer l'église cette année, elle n'est pas contre à ce qu'une autre entité comme le CRESELP ou la municipalité s'occupe de ce besoin essentiel pendant la période de transition. Voilà maintenant pour les informations en formule accélérée. Bon, on se rappelle, nous avons plusieurs débats ce soir. Je rejoins donc dans quelques minutes Michel Beausoleil pour le premier débat des candidats. Juste pour vous dire, suite à des changements d'horaire, nous couvrirons les municipalités de Saint-Raymond, Pont-Rouge, Fossambeau-sur-le-Lac et Saint-Urible pour l'édition de ce soir. Alors, au retour de la pause, les débats.
Ne cherchez pas Nicole. Depuis qu'elle est à la retraite, elle prépare des milliers de plats pour les gens dans le besoin. Impressionnant pour quelqu'un qui ne s'est jamais fait un lunch en 35 ans de carrière. Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Michel Beausoleil. Nous sommes le jeudi soir 16 octobre 2025 en direct de la salle du Conseil de ville de Saint-Raymond. Il me fait plaisir ce soir de faire équipe avec Danick Julien d'Info CJSR et de vous souhaiter la bienvenue à cette première émission spéciale portant sur les élections municipales 2025 dans la région de Portneuf. Le 2 novembre prochain, vous serez appelés aux urnes pour choisir entre les candidats à la mairie ou à des postes de conseiller ou les deux, en fonction des noms inscrits sur votre bulletin de vote. Nous avons invité tous les candidats à la mairie des 13 municipalités de la MRC de Portneuf en élection à ce poste et ou à des postes de conseiller, et une discussion de 20 minutes en plus de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et de Fossambeau-sur-le-Lac. Pas tous ont répondu à l'appel, on en reparle. Nous avons justement, ce soir, nous accueillons les deux candidats à la mairie de Saint-Raymond, Claude Duplain et Philippe Brasseur, un candidat de Pont-Rouge, Mario Dupont, deux candidats de Fossambeau-sur-le-Lac, le maire sortant Jacques Poulain et Yannick Lehoux, et un candidat de Saint-Uribe, le maire sortant Jacques Delisle. La semaine prochaine, c'est confirmé, Saint-Léonard de Portneuf, les deux candidats seront avec nous, de même que Cap-Santé. Exactement, la municipalité de la ville de Cap-Santé. Alors, bonsoir, Danick. Bonsoir, Michel. Alors, nous vous souhaitons également une bonne soirée. Avant de vous présenter les deux candidats à la mairie de Saint-Raymond, parlons justement de la ville de Saint-Raymond. Danick. Alors, au dernier recensement de 2021, la population de Saint-Raymond était de 11 108 habitants, environ 750 de plus qu'en 2016. Son territoire s'étend sur une superficie d'un peu plus de 670 km². La densité de population est de 17 personnes par km². En 2020, le revenu moyen pour les 15 ans et plus à Saint-Raymond était de 47 080 $. Selon le dernier recensement, en 2021, la tranche d'âge de 45 à 64 ans occupe 29 de la population et 23 des Raymondois et Raymondoises ont plus de 65 ans. Rapidement, dans les sujets chauds, dans les derniers mois, il y a le développement du parc Promutuel et également le projet Saint-Joseph de 174 logements dans le centre-ville de Saint-Raymond. Sur le plan financier, le budget d'opération de Saint-Raymond en 2025 est de 25 millions de dollars, une augmentation de 9 par rapport à 2024 et la hausse moyenne du compte de taxes est de 5,5 %. Le programme triennal d'immobilisation, le PTI 25-27, prévoit des investissements de 75 millions, dont 25 millions en 2025, 23 millions en 2026 et 27 millions d'investissements en 2027. Les plus grandes dépenses à Saint-Raymond sont les transports, qui occupent 24 du budget de fonctionnement. Le budget consacré aux loisirs était de 19 en 2024, avec une augmentation notable de 356 000 entre 2023 et 2024, pour, entre autres, bien sûr, la réalisation du parc. L'administration générale occupe 16 de l'opération et la sécurité publique aussi, également 16 Allons rejoindre donc nos invités, M. Claude Duplain et Philippe Brasseur. Bonsoir à vous. M. Duplain, bonsoir. M. Brasseur, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Tout d'abord, vous avez 2 minutes pour vous présenter. Alors, le hasard a fait en sorte que M. Duplain, vous êtes le premier à parler, donc vous avez 2 minutes. Alors, bonsoir, bienvenue chez nous à Saint-Raymond. Ça fait plaisir de vous recevoir. En fait, comment présenter en 2 minutes 50 ans de carrière derrière la cravate. Mon nom est Claude Duplain, habitant Saint-Raymond. Je suis né à Saint-Raymond. J'ai toujours resté à Saint-Raymond, sauf dans quelques années où j'ai travaillé un peu plus à l'extérieur, très peu. Carrière, en fait, je suis le genre de gars qui a relevé tous les défis. Je carbure aux défis. Donc, à chaque carrière que j'ai faite,
c'est quelque part entre 4 et 10 ans. Et à chaque fois, j'avais un nouveau défi qui arrivait. Ce qui fait que j'ai commencé par étudier en architecture, j'ai travaillé en gestion de projet. Je suis venu aider un de mes amis à Saint-Raymond, justement, dans sa quincaillerie, parce que je connaissais les méthodes de construction pendant une dizaine d'années. J'ai travaillé en construction, j'ai été député. Après ma carrière de député, je suis allé travailler pendant 10 ans dans des bureaux de ministres, entre autres aux affaires municipales, et c'est là que j'ai pris le goût des municipalités. Après ça, je suis allé travailler chez Énergir pendant 10 ans, anciennement Gaz Métro. Et le nouveau défi est arrivé. J'étais chez Gaz Métro, chez Énergir, quand Daniel Dion a décidé de quitter la vie politique. Et je me suis dit que c'était à mon tour. Et c'était un nouveau défi qui commençait pour moi. Et c'est ça que je fais depuis les 4 dernières années. Mmh. Bien. Monsieur Brasseur. Oui, je m'appelle Philippe Brasseur. Moi, ça fait seulement 8 ans que j'habite à Saint-Raymond, mais j'adore Saint-Raymond et puis tout ce qui l'entoure, la nature. Ça me rappelle un peu la région d'où je viens, des lacs, des forêts, des rivières. Nous aussi, on a eu des problèmes avec nos rivières et puis on a réussi à apporter des solutions. J'ai pas mal travaillé avec des jeunes, donc j'ai appris à aimer les jeunes, à les écouter, à les entendre, et puis s'il y a moyen de les aider à accéder à leurs rêves, pourquoi pas. Moi, j'ai une vision de Saint-Raymond un peu différente. Je trouve que ça manque de vie, ça manque de joie, ça manque de communication entre les gens. Les gens ont du mal à se parler. Puis je trouve ça un peu dommage et je le regrette, sincèrement, parce que je pense qu'on n'est pas longtemps ici. Si on pouvait se parler, ça serait quand même plus agréable. On n'est pas obligé de se faire la tête. Puis j'ai remarqué aussi qu'il y avait de plus en plus de gens qui avaient des problèmes au niveau des transports et autres, les commerçants qui tirent un peu la langue, les entrepreneurs qui en arrachent un peu. Et donc j'ai dit, bon, il va falloir aider un peu tout ce monde-là à se retrouver une direction et puis faire de la ville un lieu de rencontre et un lieu où tout le monde se sent bien, peu importe l'âge. Tout simplement. Merci. Tout d'abord, premier thème sur la gestion municipale. On en parlait tantôt. À Saint-Raymond, c'est quand même 24 du budget qui est consacré au département des transports. Quand on regarde actuellement les coûts des infrastructures, le coût aussi des travailleurs, ça coûte de plus en plus cher pour être capable de réaliser des projets d'infrastructure. Comment vous voyez, M. Duplain, le phénomène d'endettement et l'emprunt? Les emprunts à long terme et l'endettement, est-ce qu'une municipalité comme Saint-Raymond devrait davantage emprunter à long terme pour payer moins ou diminuer sa dette? Comment vous voyez l'endettement municipal ici? En fait, il faut voir ça de deux façons. Vous avez, quand vous parlez de dépenses, vous avez les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire ce que vous avez besoin de payer tous les jours, comme dans une famille pour réussir à vivre. Et vous avez votre endettement pour les infrastructures. Et ça, pour moi, c'est deux choses différentes. Donc, il faut vraiment les séparer parce que quand vous investissez dans des infrastructures, ce sont des actifs. Dernièrement, on a acheté certains terrains par rapport à notre parc de loisirs. Bien, c'est un investissement pour moi, ce n'est pas une dépense. Il faut toujours avoir un bon ratio entre dépenses et investissements par rapport aux revenus et à la dette. Et ça, il faut faire attention. On a la chance à Saint-Raymond d'avoir une dette qui est vraiment basse si on se compare à des villes comparables. Ça, on est chanceux là-dessus. C'est sûrement dû à nos anciens conseillers et nos anciens maires qui ont su faire une bonne administration tout en développant la ville. Aujourd'hui, dans les derniers 4 ans, on a investi un peu plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui manquaient à Saint-Raymond, qui n'étaient pas dans les priorités du temps. Et on va avoir à investir encore dans certains équipements, comme aujourd'hui, Saint-Raymond est à peu près la seule ville dans Port-Neuf qui n'a pas de bibliothèque, pour donner un exemple. Donc, on a beaucoup de demandes par rapport à une bibliothèque. Fait que c'est des choses qu'on est en train de planifier. J'aimerais maintenant qu'on donne la parole à M. Brasseur. Toujours la même question, selon vous, avec la situation économique actuelle, est-il souhaitable d'investir?
Moi, je pense qu'une ville, ça se gère comme une famille. Et puis, oui, il faut investir, mais avec prudence, surtout étant donné la conjoncture provinciale et nationale. Il faut quand même faire attention à ses dépenses, les surveiller, et puis surtout être sûr de là où on investit. Ça, c'est important. Parce qu'investir, c'est bien, mais il faut quand même que ça revienne assez rapidement. On ne peut pas se permettre d'attendre 10 ans pour avoir un retour sur investissement, c'est un peu long. Et donc aujourd'hui, il vaut mieux gérer ça serré plutôt que d'ouvrir les vannes. C'est une vision particulière. Et puis, moi, je pense que les citoyens, ils auraient besoin de plus de visibilité sur ce qu'on va faire, sur ce qu'on va investir, peut-être même en parler avec eux, parce qu'après tout, c'est leur argent, hein, c'est pas le nôtre. Et donc, voir avec eux leur avis et leur demander, bon, qu'est-ce que vous en pensez? Si on fait ça, on investit tant, je vous préviens. Aujourd'hui, avec Internet, il y a des moyens très faciles pour faire des petits sondages, c'est très rapide. Il suffit de poser des questions simples, élémentaires, pas plus d'1 minute par sondage, et les gens répondent en règle générale. Donc, je pense que oui, on peut investir, mais prudemment, très prudemment. Est-ce que vous êtes plus pour la sous-traitance, on prend le déneigement ou on prend différents travaux, ou de faire les travaux à l'interne? Ben moi, je préfère faire travailler les gens à l'interne plutôt que de sous-traiter, parce que sous-traiter, ça coûte bien souvent plus cher. Et on se retrouve des fois avec des factures assez phénoménales et puis on ne comprend pas pourquoi. Plus il y a de sous-traitants, plus ça coûte cher. Ça, c'est évident. Et si on peut le faire à l'interne, eh ben, allons-y à l'interne. M. Duplain? C'est partagé. Et nous, on regarde tout le temps. En fait, tout le temps, à chaque fois qu'on donne un sous-contrat, après ma barre, on va préférer sous-contrat. Souvent, c'est moins cher que quand on le fait à l'interne. Mais on va toujours faire nos calculs par rapport à ça. Par rapport à la soumission qu'on va avoir, et on regarde si on peut le faire à l'interne à moins cher. Mais vous savez, quand vous engagez, aujourd'hui, quand vous engagez quelqu'un, Daniel Dion me disait toujours un chiffre, puis il a raison. Quand vous prenez ou vous ajoutez un permanent dans votre municipalité, c'est 1 million sur 10 ans. Calculez toujours ça. C'est qu'à chaque fois que vous rajoutez une personne, c'est 1 million dans 10 ans qui vous coûte. Et quand on regarde la sous-traitance qu'on a, nous, comme pour le déneigement, on a calculé justement cette année, est-ce qu'on le fait nous-mêmes? Parce qu'on s'est comparé à d'autres villes. On a parlé justement à d'autres villes, un exemple de Nakona qui fait son déneigement lui-même. La différence qu'il faut faire attention à Saint-Raymond, et ça c'est une statistique qui est importante et qui est le fun d'entendre aussi, nous avons 200 km, 276 km de route. On a un territoire de 643 km². Aller, de se promener d'un bout à l'autre de Saint-Raymond, c'est beaucoup plus loin que d'aller parfois à Saint-Léonard. Sur les 276 km de route, j'en ai 100 qui sont en gravel. Ça, c'est un entretien différent. Quand vous calculez tout ça, vous regardez et vous êtes peut-être mieux d'aller en sous-traitance. Et la sous-traitance, chez nous, là, beaucoup vont en sous-traitance parce qu'ils ont eu de la misère à avoir des aussi, on parle de neige, ils ont de la misère à avoir des soumissions. À Saint-Raymond, on est équipé là-dessus. On a des entrepreneurs qui sont compétents. Donc, moi, j'aime mieux faire travailler notre monde à Saint-Raymond que de le faire nous-mêmes. On a déjà amplement d'ouvrages à faire avec nos employés. Comment on pourrait diminuer les dépenses, selon vous, à Saint-Raymond? Est-ce que c'est possible? Actuellement, non. Parce qu'on est une ville en pleine expansion. Diminuer les dépenses, non, mais peut-être les stabiliser plus ou moins, mais les diminuer, non, puisqu'on est une ville en pleine expansion. Donc, forcément, il va y avoir des dépenses. Pensez-vous? Diminuer les dépenses, oui. Qu'on est capable? Oui, serait capable? On est capable. Comment on pourrait faire ça? On est capable de les stabiliser. Il faut que je vous dise une affaire. Ce que je vous dis tout à l'heure, dépenses et investissement, c'est deux choses. Fait que diminuer les dépenses, c'est possible. Mais il faut se restreindre, il faut avoir une bonne organisation pour ça. À Saint-Raymond, on a la chance d'avoir des gens extrêmement compétents, qui ont la main sur le cœur, qui connaissent Saint-Raymond, qui connaissent leur coin. Les dépenses, vous parliez des dépenses de transport, ils sont plus hautes que dans certaines villes,
Mais si je compare à des villes de Portneuf qui ont jusqu'à 23 km de route et que nous, on en a 276, on ne peut pas comparer les dépenses par rapport à ça. Tantôt, quand je disais 643 km de superficie, saviez-vous qu'on est la 3e ville la plus peuplée au Québec? Ouais, ouais. Si on calcule le kilomètre carré par le nombre de personnes au kilomètre par habitant au kilomètre carré, on est la 3e ville au Québec. Alors, par souci de temps, nous devrions passer au développement. Justement, peut-être, selon vous, M. Brasseur, quel serait le nombre idéal de citoyens à Saint-Raymond? On est à peu près, là, pas loin des 12 000, oui, je pense aussi. Oui. Le nombre idéal, il n'y a pas de nombre idéal tant qu'on peut en accueillir. C'est sûr que, par contre, il faut faire attention, parce que ça prend des infrastructures, ça prend des rues, ça prend pas mal de change, donc ça peut augmenter les dépenses de la ville. Mais tant qu'on peut en accueillir, moi je dis que accueillons des gens, puisque c'est surtout des familles qui cherchent à venir s'installer à Saint-Raymond. La proximité de la nature, le calme, puis c'est un peu moins cher qu'en ville, on va se dire les vraies affaires. Mais certains, des fois, ils ont du mal à comprendre qu'on ne peut pas leur offrir les mêmes services qu'en ville. Ça marche pas. Mmh. Donc, mais je pense que tant qu'il y a des gens qui ont envie de vivre avec la nature, on peut en accueillir encore un certain nombre. Et puis je pense que M. Duplain a débloqué quelques terrains dernièrement pour la construction. Et puis moi, je dis que c'est une très bonne idée. M. Duplain, comment vous voyez ça? Quelle serait la population idéale à Saint-Raymond? Très bonne question, ça. Très bonne question. Est-ce qu'on peut aller à 15 000? Je me la suis posée souvent parce que moi, je viens de Saint-Raymond. Saint-Raymond est une ville, pour moi, particulière et spécifique. Les gens de Saint-Raymond sont très liés ensemble. Saint-Raymond a une âme. Et quand je lis beaucoup sur ce qui se passe dans les autres villes, moi, personnellement, je ne me vois pas avec une ville de 50 000 habitants. Je ne me vois pas avec une ville de 30 000 habitants. Où est la passe égale? Aujourd'hui, on ne peut pas le savoir, mais chez nous, on a une progression constante à toutes les années. C'est le nombre de la population augmente de façon égale à toutes les années. Depuis des années, on est rendu à 11 800. On va atteindre les 12 000, 15 000 dans quelques années. Mais les gens qui viennent ici, moi, on n'est pas intéressé à avoir des gens qui viennent juste rester à Saint-Raymond. Vous savez, Saint-Raymond n'est pas une ville dortoir. Là. Nous, c'est 34 de la population d'ici travaille à Saint-Raymond. C'est pour ça que notre lettre motive, c'est venez. On est une ville de loisirs, de culture et de lacs et de rivières. Venez vous acheter un chalet, venez rester chez nous. La villégiature, c'est parfait. Venez aussi rester chez nous pour travailler chez nous. C'est pour ça que pour nous, de travailler l'habitation et de travailler le parc industriel est extrêmement important parce que ce qu'on veut, c'est que les gens viennent chez nous, y travailler et y rester. Et ça, c'est important. Ça oblige quand même une densification dans le milieu urbain. Comment vous voyez peut-être, M. Brasseur, la densification? Puis peut-être qu'on pourrait déjà parler du projet Saint-Joseph. Est-ce que vous êtes en faveur de ce projet-là? Pas comme il est présenté actuellement. OK. Moi, je trouve que c'est un peu trop gros, un peu trop grand. Oui, il faut densifier, oui, il faut des appartements pour les gens qui ont les moyens, puis des loyers abordables aussi, mais pas des grosses bâtisses qui vont gâcher le paysage et puis qui vont casser un peu l'ambiance du centre-ville. Parce que 174 logements, ça va faire du monde, ça va faire de la voiture, ça va faire des infrastructures à agrandir. Et puis, si vous promenez le long de la rivière, puis vous ne voyez plus que des grosses bâtisses, ça ne donne plus trop envie de se promener. Et moi, je pense que le projet Saint-Joseph serait à retravailler, voir quelque chose d'un petit peu plus petit, puis plus convivial surtout, plus vivable, plus humain, lui rendre une taille humaine. Comment vous voyez, M. Duplain, vous êtes dedans à plein là, actuellement, vous savez où est-ce qu'on en est. C'est un bon projet, ça, pour Saint-Raymond? C'est un très bon projet pour Saint-Raymond. Okay. C'est un très bon projet parce que quand je suis arrivé il y a 4 ans, on n'avait plus aucune place à construire. Okay? Surtout les gens qui voulaient se construire on peut construire du logement, du condo, mais il y aura toujours les gens qui veulent avoir leur maison.
Il ne restait plus aucune maison, place de terrain pour construire une maison. On a développé, depuis 4 ans, avec les promoteurs et les propriétaires, la possibilité de construire 1500 portes à Saint-Raymond, dans le milieu urbain, dont une place pour construire, mais les places qui restent pour construire des maisons, des terrains, c'est juste à l'extérieur du milieu urbain. Et le gouvernement ne nous permet pas de le faire, parce qu'ils veulent qu'on densifie. On a fait le projet Saint-Joseph. Le projet Saint-Joseph, le monde voit ça gros, mais encore là, c'est une conception. Quand vous avez une conception, une haute densité, vous êtes environ à 120-125 portes à l'hectare. Densité moyenne, vous êtes environ à 80 à 120, à 100. Et en bas de 80, c'est densité basse. On est à 86 logements à l'hectare. On est pratiquement en bas de la densité moyenne. Fait que c'est pas si gros que ça. Le monde voit ça gros. C'est sûr qu'il voit, comme M. le Brasseur dit qu'il voit des blocs, mais je me souviendrai toujours à Saint-Raymond, quand on a parlé de bâtir l'estacade, ça a été l'enfer. Allez voir les personnes qui restent à l'estacade aujourd'hui. Allez les voir. Allez leur parler. Moi, je suis allé. Ces gens-là sont très heureux de rester dans cette bâtisse-là, parce qu'ils ont une vue en hauteur, ils ont une vue sur la rivière, ils sont très heureux d'être là. Parlons justement un peu de la qualité de vie. Selon vous, M. Brasseur, est-ce qu'on peut dire qu'on se sent en sécurité à Saint-Raymond? S'il se passe, quels que soient les événements, est-ce que vous vous sentez en sécurité? Je peux vous dire qu'il y a des gens qui ne se sentent pas en sécurité à Saint-Raymond. J'ai une amie qui a 68 ans, puis elle dit, ouais, j'irais bien au cinéma le soir, mais ça ne me tente pas, je ne me sens pas en sécurité. Encore hier, devant la mairie, j'ai vu une dame d'un certain âge traverser. Pourtant, on a mis des beaux feux clignotants. Ça se voit de loin quand même. Mais non, il y a une voiture qui est arrivée, qui est passée. La madame a traversé en courant malgré son âge. Je dis, hey, je trouve ça un peu... on a des problèmes d'incivilité au volant ici. On ne respecte pas les enfants, on ne respecte pas les personnes âgées. Tout le monde conduit comme s'ils allaient mourir dans le quart d'heure. Je trouve que non, on a un petit problème de sécurité. Et puis cet été, on a même eu des dégradations au niveau des bacs à fleurs et compagnie. C'est pas normal. C'est pas normal. Quand je suis arrivé là, il y a 8 ans, c'était une ville qui était beaucoup plus calme. On pouvait aller se promener à pied à 8-9 heures le soir. On croisait des personnes d'un certain âge qui n'avaient pas peur de sortir. Aujourd'hui, les gens hésitent ou prennent leur voiture, tout simplement. Je pense qu'il faudrait redonner confiance aux gens dans leur ville qui se sentent bien et puis qui se sentent en sécurité. Puis je pense que ça, c'est important. M. Duplain. Quand je suis arrivé en politique, la première chose que j'ai dit, c'est que je ne viens pas en politique pour faire de la politique pour une personne, ni un groupe, ni un entrepreneur. Je viens faire de la politique et je vais gérer la ville par rapport à sa population. Moi, le global, c'est la population. Vous aurez toujours, si on parle de sécurité, c'est la même chose. Le Saint-Raymond est une ville très sécuritaire. Si on cherche des tragédies un peu partout, le zéro drame, ça n'existe pas. Il y aura toujours des cas particuliers, il y aura toujours du vandalisme un peu quelque part, il y aura toujours une voiture qui n'arrêtera pas aux lumières qui clignotent sur une traverse à piétons. C'est pas parce que ça arrive que la ville n'est pas sécuritaire. Il faut prendre ça au grand plein. Et moi, je vous dis qu'à Saint-Raymond, des drames, ça n'existe pas. On en a déjà eu, comme toutes les villes. Il y a eu de la violence conjugale et des choses comme ça. Mais Saint-Raymond est une ville très sécuritaire. Vous vous promenez dans la rue le soir et vous n'arriverez jamais rien. Et ça, je vous le garantis. Est-ce que vous avez peur de perdre des soins de santé? Avec le gouvernement actuel, oui, un peu. Oui, un peu. Et puis je pense qu'il va falloir qu'on se batte pour les garder. Je me souviens d'une grande manifestation qui avait eu lieu à Saint-Raymond où les gens de Saint-Raymond et du comté avaient réussi à faire plier un ministre et à garder leur hôpital. Et je pense que s'il y a besoin, on va se battre pour les gens de Saint-Raymond pour qu'ils conservent leur qualité au niveau de soins de santé. M. Duplain, croyez-vous qu'on peut perdre certains services de santé? Moi, je fais de la politique. Un maire
Il y a deux choses qui s'occupent de sa ville. Il y a des infrastructures, il y a des éléments de base sur lesquels on doit s'occuper, mais on doit s'occuper aussi de la vie de nos citoyens. La vie de nos citoyens n'est pas seulement qu'à parler, c'est aussi de faire de la politique. Le problème de santé, il existe dans Portneuf. L'ouest de Portneuf a des problèmes en santé. On avait les mêmes problèmes à Saint-Raymond et on les a réglés. On règle ça en faisant aussi de la politique. Je n'ai pas peur du tout par rapport à la santé à Saint-Raymond. J'ai peur à la santé globalement parce que ce qu'on voit au Québec, on a vraiment un problème de santé et on ne le nie pas. On a les mêmes, proportionnellement, on peut avoir les mêmes problèmes d'attente que ce soit d'un hôpital à Saint-Raymond ou d'un hôpital à Québec. Ça, c'est le problème. Il faut améliorer les soins de santé. Ce n'est pas de l'essor de la ville. Mais la ville a travaillé. Dans Portneuf, on a eu un groupe dont Daniel Dion s'est occupé beaucoup, okay, qui s'occupait de la santé à Saint-Raymond. Et on a réussi à avoir des bonnes choses politiquement parlant pour l'hôpital régional. Thème des communications, comment vous voyez justement, comment on pourrait améliorer la communication avec les citoyens selon vous? Déjà, en les interrogeant plus souvent, en leur demandant plus souvent leur avis par le web. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très facile. Hein, on peut le faire très facilement. Et puis peut-être en faisant une fois par trimestre une réunion avec certains quartiers de Saint-Raymond, voir avec eux comment eux voient leurs choses dans leur coin, parce que chacun a des avis différents suivant qu'ils habitent dans des endroits et d'autres de Saint-Raymond. Et je pense qu'aller voir les gens, aller à la rencontre des gens et leur demander comment ça va et puis comment ils vivent chez eux, je pense que ça peut apporter un plus. Est-ce que vous êtes satisfait, M. Duplain, de la communication avec les gens? Très satisfait de la communication à Saint-Raymond. Quand on a eu les problèmes de rivière, la première chose que Saint-Raymond a faite, ça a été de faire un comité rivière, comité citoyen, qui est là depuis 2014. Et depuis 2014, à chaque fois qu'on fait des travaux dans la rivière, on les fait avec les citoyens, avec le comité rivière. Et le comité rivière, c'est pas 2-3 personnes, c'est une quinzaine de personnes. Quand on a parlé du projet Saint-Joseph, on a fait une consultation publique. La salle était pleine. On a parlé de notre projet. Pas parce que le projet était fait, on a pensé ce qu'on voulait faire avec le projet pour consulter dès le départ les gens. Et quand on leur a expliqué ça, on a fait une première demande. Est-ce que vous êtes d'accord avec le projet Saint-Joseph? Le 3/4 de la salle avait levé la main. On parle de communication. Vous êtes la seule ville au Québec, pendant les réunions qu'on a de conseil municipal, vous avez 7 périodes de questions. Trouvez-moi une ville qui fait 7 périodes de questions. Nous, après quand on a parlé finances, il y a une période de questions. On a parlé des travaux publics, il y a une période de questions. L'urbanisme, il y a une période de questions. Les gens peuvent parler n'importe quand. Et peut-être en terminant, question rapide. Êtes-vous en faveur de la fusion administrative avec Saint-Léonard de Portneuf? Ben, je pense que la commune de Saint-Raymond est assez vaste comme ça. On ne va pas s'en rajouter. Moi, je dirais non. Je serais plutôt contre que pour, surtout que Saint-Léonard ont quand même des bagages derrière eux. Non, moi je serais contre. M. Duplain? Quand on a fait l'étude avec Saint-Léonard, c'est que Saint-Léonard est venu nous voir pour demander voir si ça nous intéressait. Ça n'engage à rien de faire une étude qui a été faite. L'étude qui en est ressortie, c'est que ce n'est pas nécessairement avantageux par rapport aux finances à Saint-Raymond, mais Saint-Léonard est un territoire extraordinaire, aussi beau que celui de Saint-Raymond. Et de plus en plus, les petites villes risquent d'avoir de la misère. Quand on parle de subventions qui vont être à la baisse, les petites villes là, qui ont déjà de la misère vont en avoir encore plus parce que les finances ne seront pas là. Il va falloir que les villes de centralité regardent la possibilité, à savoir de fusionner ou de s'agglomérer avec certaines villes, parce qu'il y a différentes sortes de fusions qu'on peut faire. Moi, si on fusionne... En temps de service. L'idée oui, si on fusionne les services, déjà là, ça va aider beaucoup les petites villes. Saint-Léonard, déjà, on s'occupe des loisirs, on s'occupe des pompiers. Merci, M. Duplain. Nous allons passer à la section conclusion, je crois, Michel. Oui, effectivement. Alors, nous sommes rendus à la conclusion. M. Duplain, en fait, vous avez 1 minute là, pour conclure cette rencontre. En fait, ça fait 4 ans que je suis là
j'ai décidé de me représenter pour un autre 4 années et ce sera mon dernier terme. Nous avons commencé les 4 premières années avec une administration un peu sans dessus-dessous. La nouvelle directrice générale qui est arrivée, Chantal Plamondon, depuis ce temps-là, fait un ouvrage extraordinaire et on a comme recentré les choses à Saint-Raymond avec tous les employés. C'était des gros changements pour eux autres. C'était un peu difficile. Maintenant, on a une ville qui travaille, qui va extrêmement bien. Moi, j'invite les gens. Et chose importante, c'est que c'est beau avoir un maire, mais il faut avoir une équipe en arrière. Il faut avoir une équipe de conseillers, il faut avoir une équipe de travailleurs. Un maire, tout seul, ne fait rien. On amène les idées, on fait de la politique et on fait exécuter avec une équipe qui croit en ce qu'on veut faire ou on veut mener une ville. Merci. M. Brassard. Ben moi, j'aimerais ça que Saint-Raymond devienne une ville un peu plus vivante, une ville vers les familles, vers les enfants, vers les aînés, et puis surtout que nos entreprises et nos commerçants arrêtent d'arracher. Et je pense qu'il y a des gens qui ont la même vision que moi et qui aimeraient ça que Saint-Raymond redevienne vivant, que Saint-Raymond redevienne le cœur du comté de Portneuf. Et ça, c'est important pour beaucoup de monde à Saint-Raymond parce qu'ils sont fiers de leur ville. Ils sont très, très fiers. Et puis, je les comprends. Moi, je suis fier d'habiter à Saint-Raymond et je suis très heureux d'être ici. Merci. Alors, en plus du poste de maire à Saint-Raymond, il y aura élection au poste de conseillère au siège 5 et 6. Au poste 5, Louis Quentin fait face à Corinne Moisan. Et au 6, Serge Allaire est opposé à Mélanie Jobin. Louis-Maxime Renaud a été élu sans opposition au siège numéro 1. Philippe Gasse a été réélu au siège numéro 2. Cathy Moras est élue sans opposition au 3. Et Yvan Barrette est réélu au poste de conseiller au siège numéro 4. Alors, merci beaucoup, M. Duplain et M. Brassard. Oui? Vous avez parlé des élections le 2 octobre, mais les élections par anticipation le 26. Exactement. Le 2 novembre, c'est-à-dire élection 26 octobre. Tout à fait. Alors, après la pause, Pont-Rouge. Joue-tu encore avec? Ouf, jette-moi ça. Tout ce qu'on jette continue d'exister. Chaque année, nous jetons plus de 6 millions de tonnes de déchets. Pensons à réduire, à réutiliser, pensons à mieux consommer. Depuis plus de 50 ans, CJSR est la télévision de la région de Portneuf. Partout sur le territoire, notre équipe est là pour informer la population. Disponible autant en ligne que sur le câble, notre programmation rejoint les jeunes et les moins jeunes. À chaque saison, la TV Portneuf diffuse des émissions originales créées dans Portneuf pour et par les gens d'ici. CJSR est constamment à la recherche de nouvelles idées d'émissions et de nouveaux collaborateurs. Si vous désirez partager vos passions ou apprendre les rudiments de la production vidéo, notre équipe est là pour vous aider à réaliser votre projet. CJSR, la TV Portneuf s'intéresse à vous. Alors, on poursuit les débats. Nous sommes maintenant dans la section Pont-Rouge. Alors, on poursuit dans ce cas-là. Donc, en 2021, la ville de Pont-Rouge comptait 10 121 habitants sur une superficie de 121 km², soit une densité de population de 83,6 personnes au kilomètre carré. Sa population a connu une croissance de 9,5 % entre 2016 et 2021, dépassant la moyenne provinciale et nationale. La population de Pont-Rouge est considérée comme étant plus jeune que la moyenne du Québec et de la MRC de Portneuf, avec une moyenne d'âge de 41 ans. Le revenu moyen des ménages est de 97 600 $. Le parc de logements privés occupé à Pont-Rouge a augmenté de 11,1 % durant la même période, sur un total de 4 178 logements.
Le budget de fonctionnement en 2025 à Pont-Rouge atteint 20 800 000 $, une croissance de 7,2 par rapport à 2024. La facture de taxes n'augmente que de 2 en 2025. 20 projets sont prévus dans le programme triennal d'immobilisation 2025-2027 pour un total d'investissement de 35,9 millions de $. La municipalité prévoit emprunter 11,2 millions. Le budget 2025 prévoit des investissements majeurs dans la réfection de routes et d'infrastructures, ainsi que dans la gestion des services d'eau et d'eau usée. Les loisirs et les services aux citoyens représentent également des secteurs importants d'investissement, notamment en raison de la croissance résidentielle de la ville. Alors, nous allons rejoindre notre invité, le maire sortant, Mario Dupont. Le candidat à la mairie, Danny Bisson, a refusé notre offre officiellement ce matin. Alors, M. Dupont, merci. Bien, merci à vous pour l'invitation, M. Beausoleil et M. Julien. Je trouve déplorable que mon homologue n'ait pas voulu se présenter. Je pense qu'il n'a pas compris que c'était un bon moment que vous offrez pour que nos citoyens puissent savoir qui se présente pour eux. Fait que ça va me faire plaisir de pouvoir de jaser avec vous. Parlons justement, peut-être au départ, de nous présenter un peu votre CV, si on veut, là, en gros, là, en 2 minutes. Parfait. Bien, si je parle de mon bilan depuis les 4 dernières années qui est mon premier mandat comme maire, je peux vous dire que je suis content, heureux de ma ville. On a augmenté au niveau du commerce. Il y a des gens qui voulaient avoir un autre commerce, une autre épicerie style entrepôt. On a réussi à faire venir un Super C. On a écouté nos citoyens. Il y a des restaurants qui s'est rajouté, beaucoup d'autres commerces de proximité qui s'est rajouté. On a des garderies qui sont rajoutés aussi. On a une garderie sans place subventionnée. On a le presbytère qui a eu une réaffectation, qui est dans le sens où ce qu'on voulait au niveau de l'administration municipale, que ce soit un commerce, que ça soit changé. On a fait de l'animation au centre-ville parce qu'on voulait que notre centre-ville vienne plus vivant et en même temps s'assurer que les locaux vacants, qu'on puisse les combler. Et c'est un pari qu'on a gagné. Déjà, après la 2e édition, les locaux déjà ont commencé à être plus rares au niveau du centre-ville. Il nous reste 3 locaux qui nous restent au total. Je suis content aussi pour l'animation au niveau du centre-ville avec Fabricard, qui est un beau projet qu'on a amené au niveau du centre-ville. On a augmenté, on a investi au niveau des événements, 72 événements qu'on a fait pendant l'été, tous gratuits, qu'on a offert à la population et ça a offert aussi au niveau de la population environnante. On a le sentier de la rivière aux Pommes qu'on a créé et avec le parc, puis on va bonifier en 2026 pour 3 autres kilomètres sur le côté de la rivière. On a fait la mise aux normes du puits Paquette, qui est un puits principal de la ville de Pont-Rouge, et on est à la recherche d'un autre puits pour combler les besoins futurs pour la ville de Pont-Rouge. Dossier qui me chérit beaucoup, c'est l'école secondaire. Vous comprendrez, on a la plus grosse école primaire de la province de Québec avec 1100 élèves et qu'il y a un non-sens qu'on n'ait pas d'école secondaire et c'est sûr que c'est un dossier que je vais travailler encore très fort pour l'avoir. Les implications, j'ai quand même plusieurs implications au niveau des gens d'affaires de Pont-Rouge, les Lions de Pont-Rouge, l'opération Ciel ouvert qu'on avait faite pour l'Église, la Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge, la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf et d'autres de choses ponctuelles que je vais m'impliquer. Je n'ai pas peur de m'impliquer. Ça a toujours fait partie de mes valeurs. Parlons de gestion municipale. Peut-être un peu comme tantôt aussi avec Saint-Raymond. Quelle est votre stratégie au niveau de l'endettement de la ville, puis des emprunts, puis comment vous voyez ça, vous? Bien, c'est sûr qu'il y a 2 choses, il faut comprendre. Il y a des investissements, puis il y a des dépenses. Mais par contre, les dépenses qu'on peut avoir, on essaye autant que possible de diminuer qu'est-ce qu'on peut. On fait des recherches de prix. On va regarder aussi, quand on a des infrastructures, regarder pour avoir des subventions afin de maximiser le plus possible pour avoir moins de dépenses possibles pour que ça touche le moins au niveau du compte de taxes. C'est pour ça qu'on arrive avec un compte de taxes qui est en moyenne de 2 Et, oui, quand il y a eu la grosse inflation, nous aussi, on a été touchés, mais on n'a pas été dans les plus hauts, soit dans le comté ou même dans la région. On était quand même dans les plus bas au niveau de la taxation. OK. Est-ce qu'on pourrait encore diminuer les dépenses d'opération, selon vous, à Pont-Rouge?
Il y a toujours possible, M. Beausoleil, il y a toujours possible. En fait, les besoins d'aujourd'hui, c'est une chose, puis demain, on peut avoir une opportunité de pouvoir descendre nos coûts, des fois aller à l'externe. Ça peut arriver parce qu'on fait des recherches de prix. Fait que, en externe, des fois, on découvre, des fois, il y a des choses qu'on va faire des calculs, puis on dit, ah, ça va coûter tel montant, puis en fin de compte, dépendant qu'est-ce qu'il y en est de la conjoncture, fait en sorte que des fois, on les décroche beaucoup plus bas que qu'est-ce qui est prévu. Et si plus haut, bien, on le fait à l'interne, en ce moment-là. OK. Mais vous privilégiez plus l'externe? On ne privilégie pas. On analyse à chaque fois. Tout dépend des soumissions. Exactement. Vous avez assez d'entrepreneurs pour être capable de répondre aux besoins. Exactement. Que ce soit le déneigement, que ce soit différentes choses qu'on a besoin de faire au niveau de la Ville de Pont-Rouge, on fait toujours une recherche de prix afin de pouvoir aller chercher le maximum pour les citoyens. Vous êtes combien au niveau de l'administration actuellement? Au niveau de en permanence, que vous parlez? Oui. En permanence, c'est à l'entour de 125 permanents qu'on a. Si j'inclus avec les temps partiels, on est pas loin de 200. OK. Ouais, c'est ça. C'est sûr que les temps partiels, si on prend les lifeguards et tout ça, là, les terrains de jeu qui est embarqué dedans, c'est pour ça qu'on arrive à l'entour de 200 là, au total. Est-ce que l'intelligence artificielle peut aider? Ah, c'est le fun que vous me parlez de ça, parce qu'on est justement sur le dossier. Okay. Pour l'administratif, même au niveau de la comptabilité, on est en train de travailler sur un projet de l'intelligence artificielle pour aider au niveau de la partie administration, pour la facturation, pour faire le classement. Dieu sait que des fois, il arrive des erreurs humaines et ça évite d'avoir des erreurs en ce moment-là. Si tout est classé, archivé, en ce moment-là, avec l'intelligence artificielle, en scannant juste la facture, ils sont capables de les mettre dans les bons départements. Okay. Oui, l'intelligence artificielle peut aider. Alors, il y a beaucoup d'expérience, d'ailleurs. Je pense que c'est la Fédération des municipalités du Québec là, qui... oui, puis avec l'UNQ aussi. Avec l'UNQ aussi, c'est la même chose, effectivement. On a eu des conférences à l'UNQ, justement, par rapport à l'intelligence artificielle. Ça ne va pas juste la comptabilité, ça peut aller autant pour le déneigement. La gestion des lumières, je voyais aussi. Oui, il y a plein de choses. L'émission des permis. Oui, ça peut, oui, effectivement. On est en train de regarder pour le site Internet, pour entrer l'intelligence artificielle aussi, pour nous aider. Fait que, effectivement, ça va être dans les processus qu'à un moment donné, les gens vont pouvoir le faire par Internet, puis qu'ils vont pouvoir avoir leur permis, certaines choses. Si ça demande l'être humain pour analyser, bien, il y aura l'être humain, mais rendons la technologie qu'on peut avoir afin de rendre ça plus facile, avoir un petit peu moins de bureaucratie. Vous comprendrez qu'on est quand même des institutions gouvernementales, il doit avoir de la bureaucratie, on essaie de juste le mettre au minimum. Oui. Parlons de développement. Oui. Comment, un peu la question que j'ai posée tantôt, quelle serait la population idéale, selon vous, à Pont-Rouge? Où vous pourriez aller, à peu près? C'est drôle que vous me posez cette question-là, parce qu'on sait les poser, la question. En fait, ça dépend des équipements qu'on a. Mais on a fait l'exercice pour savoir, bien, il y a des équipements que, supposons, c'est 12 000, d'autres, c'est 15 000, d'autres, c'est 18 000. Par contre, on s'aperçoit qu'on approche du 12 000, puis qu'est-ce qui était supposément être sensible pour dire, écoutez, vous êtes trop proche de la limite, on n'en souffre pas. Fait que c'est sûr et certain que, oui, avec la bonification au niveau des gens qui viennent à Pont-Rouge, bien, on évalue, puis aussi les moyens sont là. Fait qu'il y a des possibilités de ragrandir ou faire en sorte pour offrir davantage au niveau de notre population. OK. Fait qu'on pourrait aller jusqu'à quoi, 13, 15 000 ou... Alors, on pourrait monter jusqu'à 13 ou même jusqu'à 16 000 qu'on pourrait monter. Okay. Y a-t-il encore, M. Dupont, y a-t-il encore beaucoup de terrain pour des développements potentiels? C'est justement, les terrains, il n'y en a pas tant que ça. On n'est pas aussi choyé que Saint-Raymond. Saint-Raymond, il y a encore plus de 4 500 portes qui est des possibilités de construire. Comparativement à Pont-Rouge, on a atteint notre limite. On est en train de monter en hauteur, si vous remarquez. Oui. Les seuls terrains qui nous restent présentement à développer, c'est en phase de Super C. Il y a une bande de 300 pieds qui est commerciale, qu'on vient de faire un changement de zonage avec la MRC pour pouvoir augmenter en hauteur, faire le même principe qu'en face avec Medway, parce que c'est d'ailleurs Medway qui veut reconstruire l'autre côté. Mais vous comprendrez, on est rendu à la limite. La seule chose qui va arriver, c'est des édifices qui risquent de se vendre, des maisons du familial ou des lopins, pas des lopins, mais des parties de regroupement qui peuvent se revendre pour finir par avoir d'autres édifices qui vont monter en hauteur. C'est ce qui va arriver. Malheureusement, l'étalement urbain, le gouvernement, avec la loi 103, vient nous bloquer. Fait que le seul moyen, c'est advenant qu'on veut accueillir les gens qui veulent s'en venir à Pont-Rouge. On est tous condamnés dans toutes les municipalités à monter en hauteur, malheureusement. Jusqu'où à hauteur?
Ah ben nous, à Pont-Rouge, le maximum qui paye, c'est 8 étages. Si on prend le Château Bellevue, c'est le plus haut qu'on a, c'est 8 étages. Okay. Présentement, dans les entrepreneurs comme Midway, c'est plus du 6 étages qu'eux autres optent présentement. Oui. Parlons un peu de mobilité aussi, ça fait partie du développement. Où on en est actuellement là, au niveau de la circulation? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent débloquer ou... Bien, écoutez, on a rencontré avec Saint-Raymond, c'est là à peu près 2 ans qu'on a rencontré le MTQ, 2 ans, un an et demi, 2 ans, et on parlait de voies d'accès pour Saint-Raymond, mais avec le MTQ, malheureusement, sont lents. C'est sûr que celui de le directeur général, M. Leclerc, est parti à sa retraite. Il y a une nouvelle qui est arrivée, donc il y a d'autres choses qu'on doit travailler. Moi, j'ai parlé de regarder, peut-être élargir la 365 à hauteur où il y a le moulin Marcoux qui pourrait donner certainement du souffle, au moins un 80 qui réglerait du problème. Le MTQ, ils ont trouvé que c'était intéressant, mais je n'ai pas eu malheureusement d'autres tours présentement. On a relancé le MTQ par rapport à ça, puis on est supposé les rencontrer. On a aussi la partie, l'entrée nord qui est de Saint-Raymond à hauteur de l'ancien hôtel Bonaire qui est supposé avoir un carrefour giratoire. Ça fait 7 ans que ça serait supposé être construit, ça ne l'est pas. Puis on a l'entrée sud de Verneuil-Ville, que lui aussi, il va avoir un réaménagement qui doit être fait. Puis on est avec le MTQ pour regarder aussi pour cette partie-là. Fait que oui, il y a des choses à faire pour... oui, il y a de la circulation en Pont-Rouge, mais on n'est pas... on ne joue pas à l'autruche. C'est sûr et certain qu'on sait qu'il y a des choses qui doivent être faites. Puis, c'est sûr qu'il y a des irritants que ça amène pour les gens du Nord parce que l'attente que ça amène à Pont-Rouge, mais ça amène aussi des irritants pour certains citoyens de Pont-Rouge aussi. Oui. On est rendu où? Passons à la qualité de vie. Parfait. Qualité de vie, qu'est-ce qui manque à Pont-Rouge, justement, là, pour être en mesure d'améliorer la qualité de vie? Ou quelles sont les contraintes? Quelles sont les contraintes? Bien, en fait, Pont-Rouge, on a quand même bonifié beaucoup de choses au niveau de la ville. C'est sûr qu'on regarde pour d'autres infrastructures. On aimerait bien avoir un préau. On a fait une demande pour avoir un préau et on n'a pas eu la subvention. C'est toujours dans les cartons. Présentement, on aura fait faire la glace extérieure pour que ça soit prêt pour, advenant qu'un jour qu'on voudrait avoir un préau, bien, on va pouvoir mettre le préau par-dessus. Par contre, c'est sûr que c'est avec les subventions, parce que notre but, on ne veut pas augmenter le compte de taxes inutilement. Puis vous comprendrez que 1 million, ça représente, par compte de taxes, c'est 800 $ de plus par compte de taxes. Fait que, puis quand on avait regardé en 2024, c'est ça, en décembre 2024, ça coûtait 1,5 million pour un préau. Et en juin 2025, on était rendu à 4 millions. Il y a eu un petit peu d'abus au niveau des entrepreneurs, fait qu'on va attendre le bon moment pour avoir une belle infrastructure pour Pont-Rouge. Je suis prêt à faire quelque chose pour les gens de Pont-Rouge, mais pas à n'importe quel prix, par contre. Ouais. Monsieur Dupont, j'aimerais vous entendre quant à la qualité de l'eau de Pont-Rouge. Oui, la qualité de l'eau est toujours là. On a une bonne qualité d'eau. La seule chose qu'on va parler, c'est des nitrites. Des nitrites et des nitrates qu'il y a dans l'eau, et ça concerne une partie de Pont-Rouge, c'est quelques résidences, c'est pas l'ensemble, et c'est causé par le puits Paquette qu'on vient de faire la restauration. On a mandaté une firme pour nous aider à trouver c'est quoi le problème, parce que l'an dernier, les niveaux ont monté à 10,3, 10,4 que ça va augmenter. Et ce printemps, le taux de nitrite à la sortie du puits ont descendu à du 8 mg au litre. Donc, il était revenu à ce qu'il était avant. Il y a des petits soubresauts qui arrivent quelquefois, mais ils ne sont pas capables de répondre encore, et on attend le rapport des experts par rapport à ça, et on va mettre en place les mesures pour régler le problème de ce problème-là au niveau des nitrites et des nitrates. On cherche toujours, on cherche un autre puits pour sécuriser, parce que vous comprendrez qu'on a un puits principal qui est pour 3700 mètres cubes par jour, et s'il y a advenant qu'il arriverait une contamination majeure ou qu'il arrive quelque chose, on arrête l'air fin. C'est pour ça qu'on a demandé, moi avec l'équipe qui est en place, on a demandé de faire une autre recherche pour un autre puits et en même temps pour nous sécuriser pour les prochaines années. Rapidement, Michel, pour la communication. Peut-être, quelle image vous voulez donner à Pont-Rouge pour les prochaines années? Une belle image, une belle ville qui est en forme, en santé, qui est fait bon de vivre, c'est ce que j'aimerais.
Puis, de toute façon, on est pas mal à même la bonne lancée pour ça. Pont-Rouge, je ne veux pas être chauvin, mais je peux vous dire, j'en suis fier. Puis pourtant, pour moi, c'est une ville d'adoption. Et j'en suis fier de ma ville. C'est une belle ville qui fait bon de vivre, qui est sécuritaire. C'est un endroit qui a beaucoup de choses pour les jeunes, pour les aider, et je crois beaucoup à la jeunesse. D'ailleurs, moi, mon retour au niveau du DGEQ pour les élections, je leur donne à la Maison des jeunes. Fait que ça fait mon 3e mandat que je vais demander, et peu importe si je gagne ou que je perds, mon argent de ça s'en va pour la Maison des jeunes. Est-ce que vous voulez améliorer, en terminant, la communication avec les citoyens? Comment vous pourriez améliorer la communication avec les citoyens? Il y a toujours place à l'amélioration. Il y a toujours place. On est ouvert à voir qu'est-ce qu'on peut faire si des fois il y a des communications que les gens ont plus de difficultés. C'est sûr que c'est une des choses qu'on a essayé avec le conseil présent. Des fois, il y a eu des petites situations que malheureusement on n'a pas pu communiquer, mais généralement, c'est des choses qu'on fait l'effort d'essayer de trouver la meilleure façon pour rejoindre les gens puis les impliquer dans les décisions. C'est ça. Monsieur Dupont, on arrive à la fin de l'entrevue. J'aimerais peut-être vous entendre en conclusion un peu, si vous êtes réélu, quels seraient vos objectifs là, pour votre prochain mandat? Si je suis réélu, c'est sûr et certain qu'on va continuer à la même lancée qu'on est présentement afin de faire une gestion responsable de la ville au niveau des fonds, s'assurer d'avoir les commerces de proximité pour que les gens aient pas mal tout ce qu'ils ont besoin, qui n'ont pas besoin de sortir à l'extérieur pour, au niveau de leurs besoins. S'assurer de toujours avoir une ville en forme, en santé et près de ses citoyens. Puis avoir surtout la nature. La nature, nous, les gens, ils nous ont reproché antérieurement qu'à cause du développement, la nature s'éloignait. Mais on a fait l'effort de faire des parcs urbains avec des espaces qui sont près des cours d'eau afin d'offrir un point de rafraîchissement à toute la population. Merci, M. Dupont. Merci à vous. Puis j'incite la population à aller voter. C'est très important. C'est une partie qui est le plus... C'est où ce que les gens ont le pouvoir. Et prenez ce pouvoir-là pour élire les personnes que vous voulez qui vous représentent. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, à Pont-Rouge, il y a élection à tous les postes de conseiller et maire. À la mairie, Danny Bisson fait face à Mario Dupont. Au poste 1, 4 candidats. Mathieu Bisson, Jérémy Fitzpatrick, Louis-Philippe Mercier et Nathalie Potvin. Au poste 2, on a 2 candidats, Philippe Caron et Nathalie Richard. Poste 3, David Montminy et Jérôme Trudel. Au poste 4, François Bouchard fait face à Éric Robitaille. Et au poste 5, Arnold Girard fait face à Lina Moisan. Et au poste 6, on compte 3 candidats, Guy Côté, François Gaumont et Dany Lamontagne. Après la pause, Fossambeau sur le lac. La Ligue d'improvisation Portneuf-Alouette vous invite à venir passer un bon moment avec nous du 22 septembre au 11 mai, tous les lundis soirs. Avec ça, au programme, de l'amusement, du popcorn, des niaiseries bien niaiseuses. Vous avez le côlon irritable également. Oh, ben ça, je le sais, c'est mon mari. Des rires garantis. Attention à tes tibias. Puis des malaises malaisants. Ouais, assez. T'es-tu au courant que t'es nul? Sérieux, là? Puis il y a des pétages de coche aussi. Ah, oh, ça, j'aime ça, les pétages de coche! Parce que là, je suis en train de virer tout! Ça va être écœurant. Venez nous voir! Ne cherchez pas Nicole. Depuis qu'elle est à la retraite, elle prépare des milliers de plats pour les gens dans le besoin. Impressionnant pour quelqu'un qui ne s'est jamais fait un lunch en 35 ans de carrière. Bonjour. Salut. As-tu des nouvelles de Luc? Ouais, j'en ai eu. OK. Il est super content de son nouvel emploi. Grosse journée en vue? Ouais, comme d'habitude. J'ai pas mal de factures à gérer. Encore aujourd'hui, il existe un écart réel entre les hommes et les femmes. Un écart salarial dû à la sous-évaluation des emplois féminins. Bon appétit. Bon appétit. Ensemble, nous pouvons corriger cette situation.
En 2021, la population de Fossambeau-sur-le-Lac était de 2327 habitants, une croissance de 18,7 par rapport à 2016. La ville compte une densité de population de 202 habitants par kilomètre carré et une superficie de 11,49 km carrés. La moyenne d'âge est de 41 ans et le revenu moyen des ménages est de 133 200 $. Le budget 2025 de Fossambeau-sur-le-Lac était de 9 110 000 $ de dépenses, une augmentation de 5,9 par rapport à 2024. Dans le plan d'immobilisation 25-27, la municipalité entend investir près de 25 millions, dont 20 millions pour les travaux d'aqueduc et d'égouts et de voirie, 2 540 000 en loisirs, culture et vie communautaire. Le contrôle des embarcations à moteur et la sécurité du lac sont des priorités pour Fossambeau-sur-le-Lac, en partenariat avec la ville de Lac-Saint-Joseph pour le respect d'un nouveau règlement. Alors, on va rejoindre justement nos invités ce soir, M. Jacques Poulain, maire sortant, et M. Yannick Lehoux. Bonsoir, merci de vous prêter à l'exercice. Tout d'abord, présentez-vous, en fait, devant nous. Vous êtes le premier, justement, M. Poulain, à nous parler. Vous avez 2 minutes. Parfait. Alors, merci. Merci de l'invitation. Écoutez, mon implication politique, elle a commencé en 2021 avec la mobilisation citoyenne pour bloquer le projet de transformation du camping de Plage-Germain, camping Club Plage, en 550 condos. Donc, c'est de là que ça a été mobilisé. Mais en réalité, ça a commencé bien avant ça, parce que j'ai fait une carrière de 45 ans dans le monde municipal. Ma famille est établie à Fossambeau depuis 1945. Donc, on est à la 4e génération. Mon père a été conseiller municipal de 56 à 66. Il faisait partie du groupe de fondateurs en 49. J'y habite en permanence depuis 2017. J'ai passé tous mes étés. Comme je disais, 46 ans d'expérience dans le monde municipal, 30 à titre de directeur général. J'ai une formation, j'ai un bac, j'ai une maîtrise en analyse gestion urbaine, j'ai un MBA, j'ai un certificat en leadership de gestion. Tout ça, c'est intéressant quand on postule un emploi, mais ça, c'est une fonction. Par contre, c'est un background intéressant. Ça permet de comprendre les enjeux et de bien les situer. Comme implication dans le monde municipal, je suis membre de la commission permanente d'aménagement du territoire et autres, mais le plus important, c'est le programme, notre équipe, notre engagement. Protéger le lac, notre environnement, c'est protéger notre avenir, améliorer la qualité de vie des citoyens, parce qu'une ville, c'est avant tout un milieu de vie, une gouvernance transparente, proche des citoyens, une consultation vraiment souvent, on en a fait, on va y revenir plus loin en communication, un développement harmonieux, durable, croître au rythme naturel de notre nature, puis assurer la mise en œuvre de Fossambeau 2050. L'environnement est dans notre nature pour les 4 prochaines années, dire ce qu'on fait et faire ce qu'on a dit. Merci. Monsieur Lehoux. Bonjour, Yannick Lehoux. Contrairement à M. Poulain, moi, c'est nouveau pour moi, la politique municipale. Père de famille, ancien joueur de hockey professionnel. Je travaille maintenant dans le domaine de la santé depuis les 10 dernières années. J'ai été propriétaire du café Sémiam à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pendant 5 ans. Aussi citoyen engagé, impliqué maintenant depuis 10 ans avec le Club nautique du Lac-Saint-Joseph. 5 ans comme commodore. Je suis bien fier de notre communauté. J'habite Fossambeau depuis 2013. J'ai appris à aimer le lac, les gens. Et puis, c'est pour moi une priorité de faire en sorte que les prochaines générations continuent de profiter du lac, puis profiter de la qualité de vie qu'on a au lac Saint-Joseph. Et puis, avec plusieurs personnes qui m'ont demandé de me présenter, d'amener mon engagement, encore une fois, au niveau de la mairie de Fossambeau. Alors, pour moi, c'est un privilège. Je suis vraiment content. Merci d'ailleurs de m'accueillir ici ce soir. C'est excitant, c'est le fun. Pour moi, c'est nouveau. Il n'y a pas eu de mairie, de course à la mairie à Fossambeau du moins depuis que M. Arsenault est là, donc plus de 20 ans. Donc, on sent que les gens sont engagés. Les gens ont besoin, ont envie de changement. Donc, je me présente pour ces raisons-là, Renouveau Fossambeau. Et puis, on parle qu'il manque de jeunesse en politique. Alors, notre groupe, on est des jeunes dynamiques, puis on a bien hâte de voir ce que les gens vont nous donner ou non la chance de servir pour eux. Merci. Merci. Parlons de gestion municipale. M. Poulain, est-ce que les finances sont bonnes à Fossambeau? Les finances sont bonnes, mais sont sous pression, comme tout le monde municipal.
Il y a des enjeux dans le monde municipal, on le connaît très bien, la demande en service, la demande en soutien, la demande d'intervention est de plus en plus importante. Il y a un sous-financement des gouvernements supérieurs qui donne la pression. Le gouvernement du Québec délègue de plus en plus, a délégué dans les 20 dernières années des fonctions qui n'existaient pas dans le monde municipal. On voit d'ailleurs dans les grandes villes, sont déjà prêts avec l'itinérant, mais dans les petites villes, on a des enjeux environnementaux qu'on doit faire le suivi, qui appartenaient au gouvernement provincial auparavant. Il y a des enjeux au niveau social, il y a des enjeux au niveau culturel, il y a des enjeux financiers, ne serait-ce que le niveau des programmes de subvention qui a diminué dramatiquement et laissant les villes à leur centre. Donc, oui, il y a des enjeux, même si les finances sont relativement bonnes, saines, dans le sens qu'on fait une gestion serrée. D'ailleurs, on le dit, on a fait une gestion effective, efficace. IPC a été notre guide pour les 4 dernières années. Quand vous parlez d'une augmentation de budget de 5,9 l'augmentation de taxes, elle a été en moyenne des 4 dernières années à IPC pour la valeur moyenne d'une maison. C'est important parce qu'on a fait des corrections aussi au niveau de l'équité fiscale. On a fait des transferts fiscaux de la tarification vers le foncier qui avait été fait de façon un petit peu problématique il y a plusieurs années sur des enjeux, notamment la sécurité incendie. Il faut se rappeler aussi qu'on a perdu le contrat de déneigement avec Sainte-Catherine, qui était un excellent contrat de service public. On est allé au privé, 200 000 d'augmentation d'un coup sec par année, donc sur un contrat de 5 ans, c'est 1 million. On a des augmentations au niveau des services de sécurité, on a des augmentations au niveau de la sécurité incendie également, et des enjeux, les premiers répondants qui n'existaient pas il y a 10 ans, qui est un retrait du gouvernement provincial des services de santé qui repose sur les épaules des villes. Et ça, on est obligé malheureusement de taxer nos citoyens pour ça, parce que c'est un enjeu de sécurité important. On s'est doté de Merci, M. Poulain. Nous allons, pour partie de temps, donner la même question à M. Lehoux. Comment vous voyez justement les finances à Fossambeau? Selon les budgets, de ce que j'ai vu, notre équipe trouve qu'il y a une dépense excessive au niveau des loisirs et de la culture. Il y a des dépenses qui sont annoncées aussi dans le futur qu'on trouve qui sont pas nécessaires quand on prend en considération que la Ville a une dette de 16, peut-être même 19 millions, là, que j'ai vu les derniers chiffres que j'ai vus, qu'on a 20 millions à mettre dans nos infrastructures d'égouts. Les égouts, c'est connu depuis avant même le mandat de M. Poulain qu'il y a des enjeux d'égouts, qu'il y a des fissures, qu'il y a même eu des soumissions qui ont été faites pour poser une gaine. Il n'y a encore rien qui a été fait à ce niveau-là dans les endroits dont proche de le domaine de la rivière au Pin, certains des riverains aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Et puis, on pense qu'on doit malheureusement couper à des endroits, comme l'administration. On pense que 3 personnes à l'urbanisme, entre autres, une secrétaire pour une ville comme Fossambeau, avec 2000 habitants, qui est plus qu'une ville comme Sainte-Catherine ou que Shannon n'ont même pas des effectifs comme ça. On a des belles fleurs, on a une belle qualité de vie à Fossambeau, mais des horticultrices pour tout l'été qui se promènent en pick-up neuf, on trouve que c'est peut-être pas des dépenses dans un contexte qui est difficile, qu'on doit se le dire, que les taxes sont hautes, les gens trouvent qu'ils n'ont pas beaucoup pour leurs services. Donc, pour nous, on doit faire des choix. Et puis, on a plusieurs choix que je vais pouvoir vous partager, qu'on a bien hâte de mettre de l'avant. Oui. Est-ce qu'on peut vraiment diminuer la masse salariale chez vous? La base, on est à 21,5 employés équivalents temps plein, ce qui nous donne à peu près, par rapport à la moyenne au Québec, là, on dit on est à 6,9 par 1000 habitants, on est à 7,2. La différence, c'est que pour la taille de ville, on est à 2463, mais on est 3400 l'été avec nos estivants. Il ne faut pas oublier que la pression qui est là, elle est importante. Alors, quand on regarde notre ration, on est aussi une petite ville avec un système complet d'aqueduc et d'égouts. Il y a très peu de résidences non desservies. On en a 84. Tous les autres sont desservis par un système d'aqueduc et d'égouts. On parle de l'urbanisme, on dit qu'on a beaucoup d'employés. On a un milieu naturel fragile. On a des bandes riveraines à surveiller. On a des arbres, on a de la canopée. On a des enjeux à plusieurs niveaux. On avait beaucoup aussi de travaux de fin de semaine. Alors, on est à venir, puis on a décidé d'intervenir, d'engager une ressource qui est là, entre autres, parce qu'elle a un horaire variable qui permet de faire des inspections de fin de semaine et de rétablir l'équité, surtout pour les travaux qui étaient illégaux et qui se faisaient souvent dans des mauvais secteurs et qui n'auraient pas dû se faire. Oui. Parlons de développement, justement. Quelles sont les priorités, selon vous, M. Lehoux? Écoutez, avec l'enjeu des égouts à Fossambeau, je pense que c'est clair. L'inaction des dernières années fait qu'il
le développement est à peu près pas possible. On a des problèmes de collecteurs d'égouts. Les égouts, comme je disais, sont fissurés. Il y a des enjeux, même pour le lac, qui sont importants. Donc, c'est sûr que le développement à court terme, il n'y a pas grand-chose à dire. Peut-être au niveau près de la mairie, probablement une petite zone un petit peu commerciale qui pourrait être intéressante d'amener peut-être quelques petits commerces pour avoir parlé avec différentes personnes du domaine de la santé, d'avoir peut-être des locaux un peu time-sharing, d'avoir peut-être une journée, un chiro, une journée, un médecin, partager des locaux comme ça. Même chose du côté légal, peut-être une journée, un notaire, le mardi, un avocat, puis ainsi de suite, d'avoir peut-être une petite artère commerciale pour pouvoir partager des bureaux, parce que, comme on le sait, Fossambeau, on est vraiment proche de Sainte-Catherine, on a beaucoup de services à Sainte-Catherine, donc peu de commerces veulent venir s'établir et on les comprend à Fossambeau, donc d'avoir des locaux comme ça pour avoir parlé avec différents entrepreneurs, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant, mais mis à part ça, il y avait le développement au niveau de la plage Lac-Saint-Joseph. Les développeurs là-bas, ils vont faire ce qu'ils ont le droit de faire. Camping, on parle de peut-être 200. Présentement, le projet actuel, dans l'état qui est présenté, on n'a même pas les capacités de faire le projet dans l'état actuel. Donc, je pense qu'il y aurait pu avoir une meilleure gestion de ce projet-là pour pouvoir amener des revenus pour justement payer les travaux d'égout d'une façon très raisonnable et qui aurait été bonne pour le lac, pour les résidents, puis qui aurait pu être mieux. Mais là, pour l'instant, les projets ont tombé à l'eau, donc on se retrouve avec un terrain de camping. M. Poulain, comment justement vous voyez ce développement-là? Bien, écoutez, d'abord, il faut faire attention. Là, quand on dit que le réseau il est plein de fissures et que c'est dangereux pour le lac, le réseau n'émet pas de rejet vers le lac. Le réseau est en pression parce que la nappe d'eau est tellement haute. C'est le contraire. On traite trop d'eau. Il y a beaucoup trop d'eau qui rentre. Ce n'est pas un problème de réseau qui fuit, c'est un problème d'eau qui rentre. Le réseau est capable de prendre encore 780 théoriques, 780 résidences. Le problème, il y a tellement d'eau qui rentre que présentement, on n'est pas capable de les prendre. Donc, et ça, il fallait le connaître. Et ça, c'est les investissements qu'on a fait dans les 2 dernières années, passer des caméras, faire des tests pour connaître le réseau. Et là, on est en mesure de faire le choix éclairé, faire les bons choix d'investissement, faire les bons choix de stratégie pour corriger la situation et permettre de poursuivre le développement. Le développement, on a rencontré les citoyens, on a fait 3 séances, on a tout mis sur la table. Il y a environ 1000 lotissements qui avaient été prévus dans les dernières années. Écoutez, ça n'a pas d'allure de dire qu'il y en aura 1000 comme ça, mais 1000 sur 40 ans, c'est pas si pire. Le rythme naturel d'écoulement des résidences à Fossambeau depuis 15 ans, c'est 25 résidences en moyenne. 25, on est capable de rentrer ça tranquillement. Les gens s'habituent, ça s'intègre à la société, ça s'intègre dans l'environnement et on n'a pas de problématique avec ça. C'est notre rythme normal de croissance. Alors, normalement, on devrait continuer à suivre et à maintenir, à gérer ça serré. Oui, il y a des enjeux au niveau du réseau. C'est pas aussi pire. Quand on a fait les derniers examens, là, on disait, oh, ça va être une catastrophe. Il y a des endroits bien identifiés qu'on va être en mesure d'intervenir rapidement. Surtout, l'objectif, c'est qu'on veut investir au bon endroit et de la bonne façon. Et ça prenait une connaissance technique fine, ce qu'on est allé chercher dans les derniers mois. Oui. Parlons de sécurité du lac. Selon vous, est-ce que les gens sont en sécurité? Est-ce que la qualité est bonne aussi? Comment vous voyez le lac? Écoute, le lac Saint-Joseph, c'est un joyau. Je pense que les gens sont en sécurité. Comme M. Duplain parlait tantôt au niveau de la ville de Saint-Raymond, est-ce qu'il peut arriver des moments, des gens qui ne réfléchissent pas, des gens mal intentionnés? Absolument. Ça, malheureusement, c'est de vivre en société. Mais de façon générale, j'habite près du lac. On parle qu'il y a beaucoup de bateaux, mais la majorité du temps sur le lac Saint-Joseph, il n'y a à peu près pas de bateaux en navigation. Évidemment, quand il fait 30 degrés, les 8 journées qu'on a ensoleillées au Québec par été, tout le monde veut avoir le lac. Sauf pour cet lui. été. Exact. Peut-être cet été, c'était un petit peu différent, mais majoritairement, quand on est sur le lac, les gens sont respectueux. Et puis, la qualité du lac, on en parle. M. Poulain parle que le lac se meurt, que c'est presque une catastrophe, mais quand on regarde la qualité de l'eau du lac Saint-Joseph, à comparer de tous les autres lacs au Québec, il est en excellente position. Il n'y a à peu près pas de phosphore dans le lac Saint-Joseph. L'apport d'eau avec la rivière au Pin, on a la chance, on n'est pas un lac Saint-Augustin, on a un beau lac en santé et il faut le garder comme ça. Il y a des actions concrètes qu'il faut faire, comme des caractérisations pour les bandes riveraines. Il faut savoir quoi planter.
On pense que de mentionner aux gens, de faire des capsules, de partager avec eux les bonnes informations va aider à améliorer encore une fois et garder la santé du lac. Merci, M. Lehoux. Sur la question du lac, M. Poulin. Écoutez, je vais pédaler rapidement parce que là, j'ai entendu beaucoup de choses qui sont... Je ne sais pas, vous avez pris vos études pour le phosphore et ces choses-là. Le lac est passé de oligomésotrope à mésotrope en l'espace de 15 ans. Si ce n'est pas un élément de panique pour vous, pour moi, ça l'est. Les grandes spécialistes qui étudient les lacs et les cours d'eau, il n'y en a pas 52 au Québec, il y en a une, la docteure Bemel. Elle a fait une analyse directement sur le lac. Elle arrive à la conclusion que, écoutez, le processus de vieillissement s'est accéléré dans le bassin sud, qui est le premier lac, celui qui touche Fossambeau. Et qu'est-ce qui est arrivé depuis 15 ans? Bien, les bateaux ont grossi, puis il y a eu d'autres activités différentes, et le brassage organique remet en suspension du phosphore, ça remonte l'herbier aquatique et ça augmente les risques qu'on atteigne des épisodes de cyanobactéries avec de l'eau chaude de plus en plus importante. On se rappelle aussi que le bassin sud, c'est le bassin d'approvisionnement en eau de Sainte-Catherine, qui est aussi le troisième joueur autour du lac. On est 3 villes riveraines, on n'est pas juste 2. Ville-du-Lac, nous et Sainte-Catherine, on s'entend. C'est un projet de réglementation qui va sécuriser et garantir la pérennité des activités de tout le monde dans le temps. On va pouvoir continuer à faire du surf, du wake au bon endroit, c'est-à-dire où il y a 7 mètres de profondeur à 300 mètres des rives, mais pas dans le bassin sud. Par contre, on va pouvoir faire du ski, du wake, de tout ce qui n'est pas à lac forcé dans le premier lac. Et on va même s'entendre, on va faire du ponton à du Chêné pour souper tranquillement. Ça va être permis. Les gens de la CEPAC ont ouvert le jeu là-dessus. On va être contents. On va avoir une belle cohabitation. Et c'est un enjeu majeur parce qu'on veut laisser quelque chose d'autre aux enfants de nos enfants qui aient le droit aussi de s'amuser, comme on l'a fait, nous aussi, quand on était jeunes. Est-ce que vous êtes d'accord avec un nouveau règlement, justement? Je pense qu'il faut encadrer. Je pense qu'il faut se fier à ce que les études disent. M. Poulin mentionnait les études, il parlait de 7 mètres, mais est-ce que dans le rapport que lui-même avait fourni, on parle de 5 à 6 mètres? C'est la profondeur qu'il y a à peu près partout dans le bassin sud. C'est vrai qu'il y a eu un vieillissement du lac dans les 20 dernières années, mais pour avoir parlé dans les dernières semaines avec plusieurs personnes du monde de l'environnement, tous les lacs du Québec ont vécu ça dans les 20 dernières années. Donc, de cibler simplement les bateaux, personnellement, je pense que ce n'est pas à faire assez pour le lac. Il faut intégrer les berges, il faut intégrer les systèmes d'égouts, les pluies. Il faut tout intégrer, ça prend un plan global et puis définitivement une caractérisation, planter les bonnes espèces, avoir une diversification au niveau des berges, c'est ça la clé, parce que si on regarde toutes les études, tous les points mentionnés, la navigation est là, définitivement, il faut bien l'encadrer, mais ce n'est pas le point principal à régler en premier. Alors, comme nous sommes en retard un peu sur l'oral, nous allons passer rapidement sur l'option qualité de vie. Selon vous, qu'est-ce qui améliorerait la qualité de vie, justement, outre peut-être l'eau, en fait? La vie est belle à Fossambeau, c'est notre slogan, puis c'est dans notre ADN. Justement, Puis je vais peut-être juste ouvrir pour dire qu'il faut faire attention, là, parce que oui, c'est vrai que la navigation, c'est un des éléments identifiés, mais c'est pas vrai qu'on fait rien. Depuis 15 ans, le réseau pluvial est en état. On le remet de plus en plus en état. On s'est occupé des bandes riveraines depuis 15 ans. Il y a de la réglementation, peut-être pas aussi sévère parce qu'on pensait que les riverains auraient la sensibilité. Et l'Appel a fait de la sensibilité, a fait des programmes, a fait diffuser de l'information. Alors là, on va tomber à la prochaine étape. On l'a déjà annoncé dans le plan stratégique. On va refaire la réglementation d'urbanisme. Et là, on va être un peu plus coercitif au niveau des bandes riveraines. Mais les gens, déjà, avec le peu de réglementation, on a déjà des problématiques en cours, parce qu'il y a des gens qui refusent carrément de respecter la réglementation. Donc, on est au tribunal, puis ça coûte... Ça aussi, ça vient dans le budget. 50 000 d'honoraires professionnels pour défendre un dossier environnemental des rives auprès de quelqu'un qui a décidé que pour lui, ce n'était pas important. Pour moi, c'est inacceptable. Donc, oui, on va faire ça. La qualité de vie, oui, le lac, c'est important, c'est primordial. C'est ce qui a fait que Fossambeau s'est développé. C'est ce qui a fait, quand nos parents ont fait Fossambeau, ils ont fait Fossambeau avec des rues perpendiculaires, une belle plage communautaire. C'est important, l'aspect collectif, l'aspect communautaire, l'aspect accès au lac pour tous les résidents. C'est un sine qua non. Le milieu naturel, la sécurité, vous en avez parlé tantôt. Sécurité, on engage une firme de sécurité parce que ça vient frapper en relève pour l'ASQ qui est un petit peu partout à grandeur du Québec, pris avec des contraintes budgétaires, qui n'est pas capable d'offrir le niveau de service qu'elle devrait. Donc, ça nous coûte quand même une centaine de milliers de dollars. Merci, M. Poulin. La parole à M. Lehoux. Écoutez, la qualité de vie à Fossambeau, c'est vraiment le fun. C'est vrai que la vie est belle à Fossambeau, c'est une belle communauté. Je pense que nous, notre équipe, ce qu'on aimerait ramener, c'est encore plus
le sentiment de communauté, ramener les comités d'embellissement, ramener un comité des loisirs. On pense que c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir sauver de l'argent dans l'administration en redonnant l'opportunité aux citoyens, au lieu de payer, par exemple, une horticultrice avec une équipe pour planter des fleurs, pourquoi pas donner ça à des résidents, peut-être à des jeunes. Commodore au club nautique, ça serait intéressant d'avoir des jeunes qui pourraient participer à ça, des aînés peut-être qui pourraient être intéressés. Donc, on pense que d'impliquer la population va renforcer encore plus le sentiment d'appartenance à notre communauté. On l'a vécu depuis 3 ans avec M. Bégin qui est ici ce soir. On avait créé des petits événements au niveau des Olympiades à Fossambeau. Ça a commencé avec un petit barbecue, moi puis François, puis tranquillement, d'année en année, les gens sont joints à nous. La Ville a participé, nous a prêté des barbecues, mais n'a pas payé pour un party. Donc, on pense que de l'implication de la communauté comme une ville comme Fossambeau est la clé de la qualité de vie. Passons communication. Oui. Comment on pourrait améliorer chez vous la communication avec les citoyens? Ah, écoutez, juste avant, j'étais moniteur en 79 et on faisait des Olympiades. Je referme la parenthèse. Écoutez, la communication, on y croit. On en a fait beaucoup. D'ailleurs, le premier geste qu'on a fait quand on a été élu en 2021, ça a été de télédiffuser les séances du Conseil, d'engager CGSR, qui est un excellent deal, pour présenter les séances du Conseil en web diffusion. Je suis bien placé pour expliquer, vulgariser, parce qu'il y a de l'information et de la communication. L'information, il faut en donner en masse. La communication, il faut aussi utiliser l'art. Moi, habituellement, une de mes forces, c'est de rendre un peu plus mâchouillable le jargon réglementaire, le processus municipal. Les gens ne le connaissent pas. Alors, j'explique à chaque séance du Conseil, c'est quoi le règlement, c'est quoi la résolution, à quoi ça sert, pourquoi on fait ça. En termes de communication, quelques données, on a implanté un logiciel de gestion de requêtes en passant. Et ça aussi, les gens peuvent le faire, communiquer à tous les jours. Ils peuvent appeler au bureau, ils peuvent contacter les conseillers par courriel, l'équipe, mais on a aussi un logiciel, voilà, qui fonctionne jour et nuit. On a consulté, informé, comme peu de villes le font. J'ai pris quelques statistiques. On a 74 séances du Conseil, pas mal tout le monde le fait, 16 soirées de consultation et de co-création pour le plan stratégique, 3 rencontres d'ensemble sur les projets de développement, 16 rencontres de consultation pour la réglementation de l'urbanisme, 4 rencontres pour les grands projets, 4 rencontres sur le plan de l'eau avec la CBJC, 1 rencontre sur la navigation de plaisance et en une autre à venir, 118 rencontres au total dans les 4 dernières années, et je ne parle pas des sous-comités, mon implication à l'extérieur. Alors, je pense qu'en termes de communication, d'information, on a une infolette pour les citoyens. 1159 citoyens sont abonnés à l'infolette. On a notre journal L'Entre guillemets qui paraît 10 fois par année, où il y a des articles de fond, c'est beaucoup plus documenté et qui se fait avec le partenariat. L'appel est là également. Donc, je pense qu'on a des bons outils et on a ce qu'il faut pour échanger avec les citoyens. On a des plateformes, on a des lieux aussi d'échange. La salle du Conseil, le centre communautaire, c'est une belle place pour échanger. Il y a plusieurs activités et on en profite. Et bref... Parfait. Allons-y, M. Lehoux. Comment vous voyez les communications? Est-ce que vous trouvez qu'elles sont bonnes actuellement? Tout d'abord, tantôt, comme je mentionnais, juste au niveau des Olympiades, je sais que les Olympiades, ça fait plusieurs années que c'est là. Je parlais d'un tailgate. On a fait un souper encadré, donc c'est ce que je mentionnais. Donc, je ne m'approprie pas les Olympiades à Fossambeau. Puis je pense pas que c'est ce que j'avais dit non plus. Mais je pense que les citoyens, de ce que j'entends beaucoup des dernières semaines avec le porte-à-porte, les communications passent par l'écoute. Les gens, des fois, ils ont des problèmes. Des fois, ils oublient de prendre un permis. Il y a un arbre qui tombe, d'être à l'écoute des citoyens, de comprendre. Oui, peut-être que j'ai mal fait ça. Est-ce qu'on peut écouter les gens? On parle beaucoup d'actions prises avec des amendes, beaucoup de réglementés par amende. On parle souvent de cette façon-là. Je pense que les gens, au niveau des communications, ils veulent être entendus, respectés. Et puis, de notre côté, ce qu'on aimerait faire, l'entre guillemets, pour nous, on pense que c'est une dépense inutile. On pense que d'avoir une page Facebook, ça serait beaucoup plus 2025. On pense que d'avoir des capsules web mensuelles, j'ai déjà des gens qui m'ont approché pour faire ça bénévolement, que résumer les conseils de ville, des fois qui sont un petit peu longs, d'avoir des capsules mensuelles, de résumer ce qui se passe à la ville de Fossambeau d'une façon de plus
visuel. Donc, d'avoir des communications comme ça avec la ville, je pense que ce serait vraiment une amélioration. On a des fois des textos qu'on peut envoyer pour de l'information comme un mass mail un peu. Il y a des choses comme ça qui sont plus efficaces qu'un journal, que d'ailleurs on a enlevé l'édition papier parce que ça coûtait trop cher. Les gens par email, les commentaires qu'on entend, c'est que les gens ils lisent à peu près pas. Donc pour nous, ça serait de mettre cet argent-là ailleurs. Parfait. Nous sommes maintenant rendus à la conclusion. Vous êtes le premier à conclure, en fait, cette rencontre. Bien, encore une fois, merci pour l'opportunité. C'était pour moi la première fois. Donc, ça a été bien agréable de partager ça à ce moment-là avec vous. On parle de renouveau à Fossambeau. Les gens, souvent m'en parlent, les gens me disent qu'ils sont contents d'avoir une personne jeune, dynamique, avec des nouvelles idées qui se présentent. Donc, pour moi, je ne suis pas issu du milieu de la politique, puis je pense que c'est ce qui fait ma force. Je suis là parce que j'ai envie d'être là. Je suis là parce que je veux être à l'écoute des gens. Et puis, pour moi, ça serait un honneur de servir. Pas de dire au monde quoi faire, mais bien d'être à l'écoute, de servir la population. Donc, je souhaite à tout le monde des bonnes élections et puis merci encore de l'opportunité. Merci. M. Poulain. Oui, alors merci effectivement de nous avoir accueillis. Merci d'avoir permis quand même le débat sur d'autres choses que par plateforme ou Spotted interchangé. Écoutez, j'ai une jeune équipe aussi. J'ai une jeune équipe. Moi, je suis moins jeune, mais puis je viens pas de la politique, je viens de la gestion municipale, puis de la consultation parce que j'en ai fait. Mais j'ai une jeune équipe avec 3 jeunes femmes, deux jeunes hommes, dont des gens dans la salle ce soir. On est fiers de notre bilan des 4 dernières années. On a dit ce qu'on ferait, puis on a fait ce qu'on a dit. On a protégé le lac, on a fait un développement durable, respectueux de la volonté citoyenne. On les a consultés pour ça. Une administration rigoureuse, communication transparente. On n'est pas parfait, on le sait. On va juste dans la bonne direction. Notre engagement, c'est conformément à nos valeurs de respect. Respecter les citoyens, ça veut dire qu'il faut peut-être des fois mettre l'étiquette quand c'est pas le temps. Quand c'est possible, on a amélioré. Pour les arbres, on permet aux gens de prendre la photo avant quand c'est tombé. On n'a pas de slogan nécessairement vide. On veut vraiment y aller avec... On décide sur des faits, des analyses. On décide sur la science. On travaille avec des enjeux collectifs, le vivre ensemble, le temps d'agir parce que la vie est belle puis elle doit le rester. On le doit à nos enfants. C'est à eux autres qu'on emprunte la terre. Merci de nous appuyer. Le lac a besoin de nous. Puis ce que ça prend aujourd'hui, c'est du courage. Et ça, c'est sorti aujourd'hui. C'est le caucus des élus écologistes du Québec qui a sorti ce livre-là. C'est un paquet de petits efforts qui sont faits dans plein de petites communautés à travers le Québec. Merci, M. Poulain. On arrive à la fin du temps imparti. Merci. Alors, merci beaucoup. Peut-être aussi, comme fin d'information, à Fossambeau sur le lac, il y a élection au poste de maire et au district numéro 2, 4 et 5. À la mairie, on retrouve Yannick Lehoux, Stéphane Robitaille et Jacques Poulain. Au district numéro 2, Charles-Éric Giguère fait face à Manon Huard. Au district 4, Éric Bouchard est opposé à Myriam Deroy. Et au district 5, Roxane Boutet fait face à Emmanuel Roy. Alors, puis il y a François Bégin, Louis Cloutier et Robert Genet ont été élus sans opposition, respectivement au district 1, 3 et 6. Puis Michel, juste pour conclure, pour M. Stéphane Robitaille à la mairie, là, a été invité également, mais a décliné notre offre. Oui, tout à fait. Alors, merci beaucoup. Merci. Après la pause, Saint-Uribe. Joue ça encore avec? Ouf, jette-moi ça. Tout ce qu'on jette continue d'exister. Chaque année, nous jetons plus de 6 millions de tonnes de déchets. Pensons à réduire, à réutiliser, pensons à mieux consommer. Depuis plus de 50 ans, CJSR est la télévision de la région de Portneuf. Partout sur le territoire, notre équipe est là pour informer la population. Disponible autant en ligne que sur le câble, notre programmation rejoint les jeunes et les moins jeunes. À chaque saison, la TV Portneuf diffuse des émissions originales créées dans Portneuf pour et par les gens d'ici. CJSR est constamment à la recherche de nouvelles idées d'émissions et de nouveaux collaborateurs. Si vous désirez partager vos passions ou apprendre les rudiments de la production vidéo, notre équipe est là pour vous aider à réaliser votre projet. CJSR, la TV Portneuf s'intéresse à vous.
aussi. Alors, on poursuit les... Nous poursuivons maintenant les débats. En 2021, Saint-Uribe comptait 298 habitants, soit une augmentation de 4,2 par rapport à 2016, avec une densité de population de 5,8 habitants par kilomètre carré sur une superficie de 51 km². La municipalité se caractérise par une population plus âgée que la moyenne canadienne, avec 22 des personnes, de personnes de 65 ans et plus en 2021, alors que 18,6 de la population avait entre 0 et 14 ans. La moyenne d'âge est donc de 44 ans et le revenu moyen des ménages est de 59 000. Le budget 2025 à Saint-Uribe est estimé à 1 166 000 $. Les principales dépenses sont inscrites dans le programme triennal d'immobilisation, dont des travaux d'égout estimés à 15 000 $, des améliorations sur le rang Saint-David pour 125 000 $ et des dépenses futures prévues dans de nouveaux développements. D'ailleurs, des projets de développement futurs prévus pour 2026 et 2027 représentent des dépenses substantielles d'environ 1 million de $ pour chaque année. Alors, nous allons rejoindre notre invité ce soir, le maire sortant, M. Jacques Delisle. Merci, M. Delisle, d'être avec nous ce soir. Merci de l'invitation. Plaisir. M. Delisle, tout d'abord, présentez-vous un peu à nous. Bon, écoutez, je vais vous dire que je suis arrivé à Saint-Uribe en 1997. À l'époque, j'étais camionneur. J'ai fait ça une grande partie de ma vie, jusqu'en, je vous dirais, 2008. C'est-à-dire en 2000, j'ai parti une compagnie j'ai agrandi la compagnie, puis là, je faisais plus de route, mais je faisais plus du bureau. Puis on m'a approché en 2000... je ne veux pas me tromper, 2011, en mi-mandat pour remplacer un conseiller. Écoutez, je ne me voyais pas là du tout. Je n'avais pas d'expérience en politique. J'ai été pareil pour faire ma part. Écoutez, je me suis mis à trouver ça... bien. J'ai pris le goût. Ouais. Ensuite de ça, 2015, j'ai été élu maire. Fait que je suis maire depuis 10 ans. Et je suis retraité depuis 5 ans. Père de famille et grand-père d'un petit garçon. OK. Est-ce que vous faites jouer le rôle du maire à temps plein? Combien d'heures vous pouvez consacrer? Bon, non, je vous dirais, je passe à peu près 10 heures par semaine. Par semaine? Oui, parce que c'est quand même une petite municipalité. Oui, évidemment. Évidemment. Ouais. Et justement, au niveau de la gestion, comment vous réussissez à boucler le tout? C'est très difficile parce que... J'imagine. On parle d'argent, puis on est 300 quelques habitants, fait que le budget n'est pas gros. Fait que c'est très difficile. Il faut faire très attention. À toutes les fois qu'on dépense 6 000 $, c'est 1 sou sur le compte de taxe. Fait que faut faire très attention. Écoutez, je vous dirais que depuis peut-être 6-7 ans, on a beaucoup on a restructuré les finances puis l'administration. Dans quel sens? Ben, écoutez, avant ça, c'était un peu fait. Je vais essayer de trouver les bons mots, mais c'était fait un peu du mieux que les gens pouvaient. Tu sais. Okay. Là, on est rendu que des gens avec beaucoup plus de compétences. On a augmenté les salaires parce que c'est ça qui fait qu'il y a de la compétence ou pas. Tu sais. Puis je vous dirais que depuis 4-5 ans, on est en très bonne position. On n'est pas une municipalité qui est endettée. Réseau d'égout est fait en neuf. Aqueduc, pluvial, c'est tout en neuf. Ensuite de ça, caserne de pompiers neufs. Quand je suis arrivé, on a bâti ça. Mm-hmm. On a un truc de pompiers neufs. Là, les prochaines étapes, c'est le développement. Le développement. Résidentiel. Mais là, on a eu un glissement de terrain l'été dernier. Bien oui. Fait que là on attend les nouvelles du ministère. Où s'en est justement là-dessus? Est-ce que du développement? Ils sont en train de faire des échantillons, puis là, on attend de voir... Est-ce qu'il y a encore des dangers? Ou je pense qu'il n'y a plus de danger, mais là, si on parle de refaire une route, il faut savoir si c'est bon Bien sûr. en chose. C'est quand même très dispendieux. Là. On parle de 2-3 millions. Là. Ben, on est une petite municipalité. C'est impossible que vous payiez ça. Non, c'est sûr qu'on va avoir de l'aide, là, mais on va attendre, on ne peut pas... Là, vous êtes combien d'employés à Saint-Uribe? On a un directeur général à 4 jours semaine. On a un DGE à 4 jours semaine. On a un urbaniste 2 jours semaine avec Saint-Casimir, dans une entente intermunicipale. On a une autre personne à temps
2 jours chez nous, 2 jours Rivière-à-Pierre, avec un autre entente intermunicipale, Rivière-à-Pierre. Et on a une personne au développement qui s'occupe des communications, puis essayer de faire du développement. Elle est 1 journée par semaine en entente intermunicipale avec Saint-Casimir. Eux, ils l'ont 3 jours semaine. OK. Donc, le partage des tâches devient justement une avenue intéressante pour diminuer les dépenses et d'offrir les services. Puis notre chef pompier, il est avec Saint-Casimir. OK. Fait que lui, il fait les 2 municipalités. Parlons de votre développement résidentiel. Est-ce que les terrains vous appartiennent ou... Écoutez, quand je suis arrivé en place, le conseil avant avait acheté un terrain, une superficie de terrain, puis on avait 7 terrains développés. Puis tout le monde disait que c'est impossible qu'il y ait du monde qui achète des maisons puis que ça se développe. Puis on a fait un tirage. La corporation de développement a acheté le terrain de la municipalité au prix que ça valait. OK, c'est une corporation. Une corporation. OK. On est allé chercher des commanditaires. Puis là, on a fait un tirage. À toutes les semaines, c'était gratuit, là. À toutes les semaines, on sortait le nom d'une personne. Là, la personne, elle avait 1 semaine pour nous donner, comme de quoi qu'elle était, mettons, au niveau hypothécaire, qu'elle était capable d'emprunter. Un coup que tout ça était fait, après 8 semaines, on a sorti un gagnant, puis cette personne-là, elle avait le terrain. OK. Puis les 7 personnes ça, c'est légal, ça? C'est très légal. Les 7 personnes qui ont pas gagné, bien, eux autres, ils avaient commencé à rêver à s'établir à Saint-Uribe. Fait que la plupart ont acheté les autres terrains. Fait qu'on a développé ça de même. Après ça, on a fait de la rue. Sans dette, sans paiement. On n'a aucun prêt pour la rue. On avait des fonds. Donc, vous avez un bon fonds d'accumuler, là. Ben là, il a baissé un petit peu, là. Mais... Puis là, on a un autre projet. On a une partie sur un terrain agricole. Mais là, on est pris avec la loi 103, puis c'est extrêmement compliqué. Justement, comment vous êtes capable de négocier avec ça? Négocier avec le... Écoutez, on négocie presque pas. Impossible. Hein? On négocie pas bien. Mais écoutez, j'ai un plan pour... mais je rentre, là. Okay. J'ai un plan, puis moi, je suis convaincu qu'on va développer. Par exemple? Ben, je ne veux pas en parler. OK. Non, parce que j'ai vraiment une stratégie, là, puis je vais y arriver. Je suis convaincu. Puis vous allez m'entendre parler. Okay. Vous allez innover. Hein? Vous allez innover. J'adore ça. Je suis très créatif. Mais dans votre développement, parce qu'on parlait justement d'un investissement quasiment d'1 million par année, pour les 3 prochaines années, ça veut dire quoi, ça? Bien, écoutez, il faut amener les services, il faut faire la rue, tu sais. Mais c'est pas grave, ça. Pour combien de résidences? 25. 25 au total? 25. OK. Fait que là, 25, ça veut dire qu'on se ramasse avec une centaine de personnes de plus, hein? Oui. Puis c'est ça qui nous manque. Moi j'aimerais ça, là, vous avez posé la question aujourd'hui, comment? Moi, j'aimerais ça doubler. Doubler, OK. On est 300, j'aimerais ça nous emmener 600. Pourquoi? Bien, avoir des élus, première des choses, avoir des pompiers, puis avoir de la vie. Tu sais, si tu veux de la vie dans une communauté, ça prend des enfants qui courent dehors, puis qui crient, puis si t'as pas ça, t'as pas de vie. Hein? Ouais. On n'a aucun commerce, disons. 0 commerce. Puis c'est pas ça qui est important. Non? OK, vous n'avez pas besoin de commerce de proximité. Moi, quand je vais à l'épicerie, là, je prends mon auto. Ouais. Tout le monde fait ça. Que ce soit à 1 km ou à 500 pieds. Ou à 10 km. Tu ne reviens pas avec des sacs d'épicerie dans tes mains. Ça ne fait pas partie de la qualité de vie, en fait, de Saint-Uribe. Non. Pas... Écoutez, on a des services à Saint-Casimir. Oui. Tout le monde encouragé Saint-Casimir. Saint-Uribe, c'est pas ça. Saint-Uribe, c'est la tranquillité. Avoir du... Moi, j'aime avoir de la joie. Oui. Puis du monde qui s'amuse. Puis... J'aimerais vous entendre, M. Delisle. Vous avez fait allusion tout à l'heure à la collaboration entre municipalités, comme avec Saint-Casimir. Pourquoi, pour une ville, pour Saint-Uribe, pourquoi c'est important? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer encore plus cette collaboration-là? Bien, écoutez, essayez de passer une annonce, là, puis essayez de trouver un urbaniste pour une journée. Il n'y a pas personne qui va répondre. Puis si tu l'engages 4 jours, jamais tu vas être capable de la payer. On n'a pas besoin d'un urbaniste à 4 jours. On a besoin d'une journée. Puis Saint-Casimir, c'est pareil. Ils n'ont peut-être pas besoin que 4 jours. Fait que là, nous, on a pris, mettons, 2 jours l'urbaniste, puis 2 jours à Saint-Casimir. Fait que c'est merveilleux. Puis en plus, on est dans une entente intermunicipale avec le gouvernement. Ils payent 50 du salaire. Les autres ententes d'avant, ils payaient 80 du salaire. Fait qu'à 1 million, là, si vous payez le directeur général, vous payez la DGA, puis vous payez... Il en reste plus bien pour les autres, là. Mm-hmm. Fait qu'il faut vraiment... Je vous le dis, il faut vraiment calculer, là. On a fait faire des enseignes de bienvenue, là. Puis
clé en main, mettons, ça coûtait peut-être 50 000. Bien là, on a travaillé, là, faire la structure, une place, un autre. Ça a coûté 37 000. On a sauvé 13 000. Passons maintenant peut-être à la qualité de vie pour les services et la qualité de vie en général à Saint-Uribe. Est-ce qu'il y a des choses qui vous préoccupent si vous êtes à nouveau élu? Bien, les services, c'est quoi les services d'une ville? C'est pas un dépanneur, c'est pas un poste à gaz. Ça, c'est privé, ça. Les services, c'est si on parle de l'eau, par exemple. L'eau potable, je l'ai dit, c'est fait en neuf. Ça a 10 ans. C'est tout neuf. Il n'y a aucun problème d'eau potable. Il n'y a aucun problème d'eau usée. Les pluviales, c'est la même chose. C'est tout neuf. Ça. Incendie, c'est neuf. Loisirs, vous avez eu un bel événement. Vous avez réuni justement les gens autour de Riopelle. Oui. Du peintre Riopelle, oui, déjà. En 2023. En 2023. Est-ce que c'est le genre d'événement où... Comment vous voyez l'animation chez vous? Écoutez, cet événement-là, c'est un événement extraordinaire. Là. Il a passé 6 000 personnes durant l'été. Jamais c'est arrivé. Puis c'était extrêmement bien fait. Là. C'était professionnel. Puis ça, c'est grâce à la MRC puis toutes les municipalités de la MRC qui ont décidé d'embarquer dans le projet. Parce que c'est un projet qui est fou. Là. Moi, oui, tout à fait. C'est ambitieux, mais finalement. C'est dans quoi, mais c'est embarqué, tu sais. Puis il y a des soirs que je me compte en tête. Puis en fin de compte, ça a fini que c'était un très beau projet. Très beau projet. Est-ce que vous avez d'autres projets dans ce sens-là? Là, les prochains projets, c'est le développement. Okay. Puis avec le développement, il va y avoir de quoi de spécial, mais je ne peux pas en parler. Oui, c'est ça. Je garde ça pour le dessert. Alors, communication, Michel. OK. Communication, comment vous faites pour rejoindre vos gens chez vous? Bien, écoutez, on a une page Facebook. OK. C'est le directeur général qui l'a géré, puis notre madame qui est en développement. T'sais. Ensuite de ça, on a une application Éco, fait qu'à toutes les fois qu'il y a des travaux ou quoi que ce soit, on envoie ça sur ça, puis les gens le reçoivent. Ceux qui n'ont pas ça, ben, c'est comme un appel robotisé qui le reçoivent. Là, nos séances sont filmées. Sont filmées? Est-ce que les gens écoutent? Est-ce que les gens participent à vos séances? Oui, mais pas beaucoup de monde. OK. Pas beaucoup de monde. Là, s'ils écoutent, je ne sais pas, mais je pense que oui. Puis on incite un site web, puis c'est à jour. Je pense qu'on a une bonne communication. OK. Est-ce qu'on pourrait l'améliorer? Il y a toujours de la place à l'amélioration. Puis l'image que vous laissez de votre municipalité, quelle image vous voulez que les gens retiennent? Bien, moi, je veux que l'image de Saint-Uribe, ce soit une place qui est de tranquillité, sécurité, puis de la stabilité. C'est comme là, on s'en va on rentre dans une période qui va être difficile. Là. Fait que la stabilité, ça va être très important, puis de la continuité vers où on s'en va. On peut se sentir en sécurité chez vous? Ah oui, aucun problème. Alors, en terminant, peut-être la conclusion, vos idées, vos projets pour le prochain mandat, si jamais vous êtes élu, parce qu'on rappelle là, que vous êtes en élection à Saint-Uribe. Écoutez, le prochain mandat, là, on va repartir avec quasiment un conseil neuf. Là, le développement, le glissement de terrain, puis notre église. Parce que notre église, là, on attend un résultat pour le carnet de santé, puis à partir de là, on prendra des décisions qu'il y a à faire. OK. Est-ce que ça pourrait un achat? Je ne veux pas rien dire parce que... il y a des études. Hein? C'est pas moi qui va décider, ça va être la population. OK. Ça prend des idées, puis ça prend des bonnes idées. Il ne faut pas que ça soit une dépense qu'après ça, qu'ils vont être 25 ans à payer, les citoyens. Il faut que ça s'autofinance. Puis... Est-ce que des entreprises privées qui pourraient s'en porter acquéreur? Je n'ai pas entendu parler. OK. On est au début. Là. On conclut, finalement? On va maintenant procéder à la conclusion de cette première soirée de débat. Merci, M. Delisle, d'avoir été des nôtres ce soir. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors, ça complète cette première soirée électorale municipale 2025 dans la région de Portneuf. Merci, Danny. Merci beaucoup, Michel. Merci à toute l'équipe de CJSR. Merci à la Ville de Saint-Raymond aussi pour le prêt de la salle du Conseil. Merci à nos invités d'avoir bien voulu accepter cette démarche. On se retrouve jeudi soir prochain
le 23 octobre. Nous aurons officiellement... Officiellement, Cap Santé va être des nôtres. Les deux candidats, Michel Blackburn et Tommy Lefebvre, ont accepté l'invitation. Nous avons également Saint-Léonard, qui était supposé être aujourd'hui, qui est donc remis au 23 octobre. Nous avons quelques candidats également, comme à Neuville. Nous avons Simon Chihi qui a accepté, toujours en attente de nouvelles de Marie-Michel Pagé. Pour ce qui est de Deschambault, Jean Cloutier a confirmé qu'il serait des nôtres. Nous attendons la réponse de M. Ouimet. Et finalement, nous avons à Saint-Alban Raymond Morissette de confirmer. Nous attendons la réponse de M. Denis Lépine. Alors voilà, ici Michel Beausoleil. Merci, bonne fin de soirée et à jeudi prochain.